Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Nous sommes vendredi 5 mai 2006, mais plutôt, autant pour moi, 2022. Merci de nous rejoindre. C'est le dernier numéro de la semaine. Merci de nous avoir suivis pendant toute cette semaine. Nous vous avons servi avec plaisir. Nous vous aidons à mieux comprendre l'actualité. Cette émission, vous le savez, est interactive. Vous pouvez réagir au sujet ici développé en nous écrivant au 657 39 13 13. Si vous êtes à l'international, il vous suffira juste d'ajouter l'indicatif de la Guinée. Vous pouvez également écrire sur Twitter au hashtag espace GG. Avec plaisir, nous nous ferons le devoir de relayer vos réactions dans la deuxième partie de l'émission. Merci également à Sola Media qui relaie les différents numéros des Grandes Gueules sur Facebook au Grandes Gueules espace TV. Le coton malien n'avait pas transité par le port de Conakry depuis une vingtaine d'années. Ce matin, à Kourémalé, à la frontière, j'allais dire guinéo-malienne, plusieurs autorités s'apprêtent à signer un accord qui aboutira au départ du premier convoi du coton malien. C'est le résultat de plusieurs mois de négociations entre les acteurs du secteur portuaire et maritime. Quels sont les avantages pour les deux pays? Nous en parlons ce matin avec Modibo Keïta, ministre du Développement rural du Mali, et Ousmane Savané, directeur général d'Alport Guinée. Encore d'autres sujets, bien évidemment, viendront meubler cet autre numéro des Grandes Gueules. Nous ferons le point sur les différentes détentions des anciens dignitaires du régime Alpha Condé. Ça fait un mois, jour pour jour, que certains sont à la maison centrale de Conakry. Quel est l'état des lieux? Comment avance ce dossier judiciaire? Nous en parlons dans cet autre numéro des Grandes Gueules. Merci à Abdoulkader Dramé qui gère les sons du côté de la radio et à toute l'équipe de la régie. Encore une fois, merci de nous rejoindre avec l'équipe du vendredi au grand complet ici. Caps, bonjour, bienvenue. Merci, bonjour Madame Hiro, bonjour à tous. Bonjour Antoine Kourouma. Oui, bonjour Moussa Hiro, bonjour à tous. Bonjour à ces cabinets de recrutement Antoine, dans les entreprises bancaires. Bonjour Diva. Oui, c'est important de les saluer ce matin. Daouda Mohamed, bonjour, bienvenue. Bonjour Diadia, bonjour à tous. Et s'il dit il faut faire attention, mais de l'autre côté, il faut interpeller aussi les nouveaux directeurs, les nouveaux promus qui remplissent leur secteur avec des amis venus du village. Parce que j'ai eu promotion, je suis nouveau directeur. On appelle les amis du village qui viennent remplir. Non, mais c'est le cas, par exemple. On viendra à toi. Il avait entamé un premier sujet. Oui, allez-y, Antoine. Oui, je faisais un clin d'œil à ces cabinets qui sont parfois intermédiaires entre les entreprises, surtout bancaires, et les travailleurs. Pas que bancaires. Oui. C'est à tous les niveaux. C'est devenu, dans tous les secteurs. C'est devenu une pratique qui, si elle ne cesse pas, je pense que c'est une forme d'exploitation qui est née en Guinée et qui se poursuit de plus belle. Ce sont des personnes à qui on confie la charge de recruter les travailleurs, qui font le recrutement et qui discutent avec les travailleurs. Et les clauses du contrat qu'ils arrêtent souvent sont largement différentes de ceux qu'ils arrêtent avec les employeurs. Et on fait le constat que dans la plupart des banques aujourd'hui, c'est cette pratique qui se fait. Ces cabinets-là recrutent des travailleurs au nom des banques et c'est à eux qu'on reverse le salaire de ces travailleurs. Mais en lieu et place du salaire, en lieu et place de la totalité des montants à reverser aux travailleurs, on leur donne parfois moins de la moitié du salaire qui leur est dû. On a fait le constat à la Société Générale des banques de Guinée, on a fait le constat à Ecobank, on a fait le constat dans d'autres banques et même dans d'autres sociétés de la place. Il est établi... Les sociétés de gardiennage. Il est établi qu'il y a de l'exploitation et même de l'esclavage parfois. Parce que les montants qu'on paye... L'esclavage, c'est de l'exploitation. Quand ça atteint le niveau de l'esclavage, je pense que c'est le niveau supérieur. Parce qu'à ce niveau-là, on se dit que ça, c'est vraiment inhumain. Ce qui se passe là, c'est que certains jouissent du fruit des autres. Certains travaillent, ce sont d'autres Guinéens qui en profitent. Donc ce qui se passe, il faut que cela soit dénoncé. Donc on a fait le constat, on a été interpellé par des travailleurs et je pense que le CNRD nous écoute. Il faudrait qu'une
cette question soit soulevée, afin qu'on en sache davantage. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Oui, mais il faut que les nouvelles autorités se penchent sur la question. Il faut qu'on sache clairement comment sont négociés les contrats dans les banques. Parce qu'il se trouve que beaucoup de travailleurs de ce côté, parfois vous les voyez bien habillés et tout cela, ils vont travailler. Les banques, Antoine, c'est dans toutes les entités. Oui, ce matin je parle beaucoup plus des banques parce que c'est... Oui. Ces sociétés de gardiennage qui sont là, ces gens qui travaillent là, c'est des gens qui sont surexploités, mais qui sont payés à des salaires lance-roquettes. Et pour ce qui est des banques, j'insiste beaucoup parce que c'est parfois là où nous sommes très fréquents, on vient là trouver des hommes et femmes travailler dans de beaux habits et tout cela, mais lorsqu'ils vous racontent leur calvaire, ce qu'ils traversent au quotidien, vous n'en revenez pas. Et très souvent, la faute n'est pas aux banques. La faute très souvent c'est à ces cabinets intermédiaires là, la sous-traitance, qui se font passer pour des gens qui aident les jeunes au chômage, parce que parfois ces jeunes n'ont pas le choix, parce que sortis fraîchement des universités et ils gagnent leur premier emploi à travers ces personnes. Parfois ils se disent que c'est grâce à moi que tu as eu ce travail, donc tu m'es redevable. Et au début il y a cette reconnaissance qui est là, on se dit puisque c'est mon premier emploi, j'accepte les conditions. Sans comprendre. Au fur et à mesure que vous travaillez, il y a des charges qui viennent, il y a la famille qui se crée, vous vous rendez compte que le salaire qu'on vous propose est non seulement dérisoire, et même l'ampleur du travail. Justement, mais votre argent est détourné. Parce que au lieu que les cabinets ne prennent soit 20% ou 30% à la rigueur de ce montant, ils prennent carrément les 50%, voire les 70% de votre salaire. Ce qui parfois fait que certains de ceux qui travaillent parfois quittent des lieux assez éloignés pour allier la ville qui est Kaloum, mais vous vous rendez compte que ceci traverse le désert et c'est pas normal. Ça commence à devenir récurrent. Il faudrait qu'il y ait une réflexion autour de la question afin que ces cabinets-là, qu'on clarifie leur situation. Qui sont-ils ces cabinets et comment traitent-ils les personnes qu'ils engagent pour le compte des banques? Il faut aussi que les banques essayent de revoir le contenu de ces clauses-là afin de comprendre comment sont traitées les personnes qui travaillent avec eux. Je pense qu'il faut faire tout un débat, Caps, il faut faire tout un débat sur les grandes gueules. Le problème, c'est que les concernés ont du mal à parler ou ont peur de parler le plus souvent à visage découvert parce qu'ils ont peur de perdre leur emploi. C'est ça. En fait, il faut aujourd'hui, vu que l'alerte est lancée, que ces sociétés qui collaborent avec qui sous-traitent avec ces cabinets qui recrutent pour eux, parce qu'il faut le dire, certaines entreprises, et ça c'est quelque chose qui est normal, certaines entreprises peuvent déléguer certaines tâches, donc sous-traiter avec d'autres cabinets par exemple. Oui, la sous-traitance c'est normal. C'est normal. Mais la c'est sous-traitance. l'exploitation. C'est justement cette exploitation qui n'est pas bonne. Donc maintenant c'est là où il faut interpeller justement ces entreprises qui sous-traitent avec ces cabinets-là pour pouvoir revoir les clauses, les contrats, comment est-ce qu'ils collaborent avec les personnes qui sont recrutées chez eux. Parce que même si la banque, pas une banque ou n'importe quelle société, même si c'est pas vous qui êtes venu à recruter la personne de façon directe, mais elle travaille chez vous, c'est qu'indirectement vous pouvez répondre. Et ça y va de l'image de votre entreprise. On ne peut pas comprendre ça. Madame Hiro, ça c'est inconcevable. Imaginez que quelqu'un qui, en temps normal, son salaire normal c'est à 5 millions de francs guinéens et que la personne se retrouve après sous-traitance avec 1 million ou 1 million 500 de salaire. Vous imaginez, vous faites tout le travail qu'il faut. C'est vrai que la personne a fourni un travail parce que cette intermédiation, le fait de sélectionner les dossiers, de se rassurer que c'est un bon profil, tout ce travail qui est fait est censé être rémunéré parce qu'ils ont fait quand même un travail. Mais il ne faut pas en abuser. Et c'est là où l'autorité doit veiller au respect d'un certain nombre de principes et de normes dans les collaborations. Et c'est là où, encore une fois, il faut interpeller le ministère du Travail, du ministère du Travail, pour qu'ils puissent voir comment est-ce que toutes ces clauses-là sont établies pour qu'encore une fois, ces gens même qui sont victimes de ça n'ont qu'à se mettre ensemble pour pouvoir porter leur voix plus haut, dénoncer et accepter de pouvoir mettre les preuves sur la place publique pour qu'on puisse savoir qu'effectivement c'est des faits réels et eux ils sont en train d'en subir. Parce que des fois quand on ne le sait pas, on a tendance à accuser l'employeur, on a tendance à accuser les entreprises dans lesquelles on travaille en disant on nous paye mal, la charge de travail ne fait que s'augmenter pendant qu'on ne perçoit pas à la hauteur du travail qu'on fait le salaire qu'on est censé mériter. Et quand c'est comme ça, il est important encore une fois que ces gens-là puissent dénoncer et que les entreprises puissent interpeller ces cabinets qui recrutent
minutes pour que finalement lumière soit faite afin que chacun puisse être rétabli dans ses droits, parce que c'est inconcevable encore une fois de se retrouver à faire un travail et être sous-payé, sous-exploité et se dire que je fais énormément de travail et derrière je ne perçois pas effectivement à la hauteur de l'énergie que je fournis, à la hauteur du travail que je fais. Parce qu'on est sans savoir que quand on vient dans une entreprise, on sort, Antoine le disait, on sort fraîchement d'une université, on cherche le premier emploi. Donc dès qu'il y a une opportunité qui se présente, et souvent ces cabinets de recrutement, ils surfent sur des alternatives du genre, on dit envoyez vos CV, les gens viennent en masse déposer les CV. Quelqu'un qui a cherché très longtemps de l'emploi, qui est dans un désespoir total, vous lui donnez cette opportunité de venir vers l'emploi et la personne se dit voici l'aubaine, je ne rate pas l'aubaine. La personne saisit l'opportunité, se retrouve dans cette entreprise en train de travailler et finalement au début ne considère pas trop le salaire qui est là, mais encore une fois les revenus sont proportionnels aux problèmes en fait. Plus vous gagnez de l'argent, plus les problèmes accroissent et quand c'est comme ça, c'est en ce moment-là les personnes commencent à se dire attention, toute la charge de travail que j'ai comparativement à ce à mon traitement, ils commencent à faire des comparaisons avec les autres dans les autres entreprises et finalement commencent à se rendre compte qu'en fin de compte effectivement je suis payé à tel montant mais réellement je ne perçois pas ça parce que tout simplement il y a un cabinet de recrutement qui est en charge de percevoir ces montants-là. Encore une fois, il faut que tout soit remis dans de bonnes formes, il faut recadrer ça, il faut mettre de la bonne méthode dedans et c'est là où encore une fois on interpelle le ministère du Travail pour qu'il puisse clarifier tous ces faits-là. Pour qu'on mette plus d'humanisme dans cette situation. Mafoudia, bonjour, bienvenue. Bonjour Djadja, comment ça va? Alors moi je pense que ce qui se passe c'est de l'arnaque. Je peux bien comprendre qu'il y ait des sociétés parce qu'évidemment lorsqu'on a des projets, on crée en fonction des réalités, des besoins de la société. Vous observez ce qui ne va pas, ce dont on a besoin et ça vous permet de lever un projet qui va aider la communauté, qui en même temps va vous aider. Après, quand on va dans l'aspect économique, les pro-capitalisme te diront c'est de bonne guerre tant qu'on peut amasser de l'argent. Les socialistes diront non, il faut de l'humanisme dedans, comme tu dis. Et moi, je me dis que même dans le capitalisme, il faut une certaine règle. Parce que, imaginez, vous amenez quelqu'un, vous aidez quelqu'un à avoir un boulot. Parce que c'est même pas déterminé sur combien de temps. C'est grâce à ses compétences. Voilà. Non, c'est du business. Non, on va dire l'aider dans un pays où on a du mal à trouver du boulot en fonction des compétences. Parce que c'est les relations. Parce que ceux qui créent des cabinets là, ils s'assurent d'avoir un bon réseau, les portes qu'ils peuvent toquer et donc aller amener et mettre les jeunes dedans. Donc c'est pourquoi j'utilise l'expression aider. Mais lorsqu'on amène les jeunes, mais de quel droit vous pouvez prendre par exemple la moitié de leur salaire sur plusieurs années? Parce que ça se négocie. Voilà. On peut dire par exemple c'est sur 3 ans. Non, pardon, même pas sur 3 ans, sur 3 mois, vous prenez un tel pourcentage sur leur salaire, ou bien non, vous prenez peut-être sur une année 10%. Mais imaginez, quelqu'un est payé à 1 million, vous prenez 800 000 sur son salaire par exemple. Ça, c'est de l'arnaque. Et on ne peut pas laisser des choses comme ça passer. Moi, sur mon avis, on peut dire les choses autrement. Mais au-delà de tout cela, c'est vrai qu'on parle de salaire. Mais il y a une autre question qu'on doit pouvoir se poser en Guinée aujourd'hui. Parce que pour certains économistes, le problème en tant que tel, c'est pas le salaire. C'est le niveau de vie. Vous avez aujourd'hui, on peut vous payer à 1 million de francs guinéens. Mais dans un pays où l'économie marche, où vous avez par exemple un sac de riz à 100 000, c'est que vous pouvez vous en sortir. Mais imaginez, ou même à 50 000, c'est que ça peut. Il y a des pays aujourd'hui où la nourriture ne coûte pratiquement pas. Ou par exemple, le loyer, c'est tellement régi que ça n'est pas un fardeau. Il y a la question de la monnaie. Encore en Guinée, nous sommes les rares pays, nous faisons partie des rares pays dans le monde aujourd'hui où on ne voit même pas les pièces. C'est vous dire combien de fois les gros montants qu'on a. Quand on évalue ça avec nos salaires, je ne suis pas économiste, mais je suivais un élément là-dessus, on en a même traité à la rédaction, la disparition des pièces aujourd'hui. Au-delà de... Non, il y a des pièces, il y a des petites coupures. 100 francs, on n'en voit pas. Le minimum aujourd'hui, c'est 500 francs. Ça a des répercussions. Vous pouvez être payé à 10 millions. Si un sac de riz coûte 1 million, mais attendez, imaginez les autres choses, comme le loyer, comme la santé dans un pays où les hôpitaux coûtent cher, l'éducation, mais où il n'y a pas il n'y a pas assez d'écoles publiques, il y a des écoles, il y a des quartiers où les parents sont obligés d'envoyer tous les enfants dans les privés parce qu'il n'y a pas de public. Justement. Quand on a des réalités comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire avec un salaire, même si c'est important? C'est ça le problème. Il faut que les États, nos autorités travaillent à faire de ce pays un pays où le coût de la vie est assez normal. On ne va pas dire minime, mais normal. Parce que c'est trop élevé. C'est trop élevé par rapport à ce que nous gagnons. Et quand on connaît la valeur de la monnaie guinéenne par rapport au dollar et à l'euro, je sais pas, au devis, c'est assez compliqué. Je pense que c'est sur ça il faut travailler. Les salaires, même si on a 1 million, ok, mais dans les 1 million,
qu'est-ce qu'on peut faire de ces 1 million sur le territoire guinéen, et les économistes pensent qu'il faut faire du travail de ce côté, et je les rejoins. Bien, allez-y, Diba. Un petit bout. Allez-y, Cap. Voilà, un petit bout là. Vous savez, ce travail que font ces cabinets-là, c'est comme quand vous prenez un démarcheur qui démarche pour vous aider à trouver une maison. C'est la même manière, ce démarcheur-là, il ne prend que 1 mois. 1 mois du loyer, de votre loyer, et après c'est fini entre vous. En même temps, ces gens-là aussi doivent comprendre que ce travail qu'ils ont fait également doit pouvoir être limité dans le temps pour qu'après, en fin de compte, la personne puisse jouir progressivement de la totalité de son salaire, parce qu'encore une fois, c'est la personne elle-même qui est en train de fournir l'énergie et qui est en train de faire tout le travail qui est en train de ne pas dormir quelquefois. Allez-y, Daouda. Oui, moi c'est, puisque beaucoup a été dit déjà sur ce sujet, c'est l'autre sujet que j'avais amorcé, c'est bien autour aujourd'hui d'une sorte de recrutement que les gens sont en train de faire, mais en masse dans les structures de l'État, dans les directions. Quand les gens ils viennent, ils sont nouveaux directeurs, ils sont nouveaux directeurs adjoints. Les recrutements par affinité. Les recrutements par affinité. Ce ne sont même pas des recrutements qui obéissent, il faut le dire, qui obéissent à des principes de la fonction publique. Pendant que les diplômés sont à l'attente encore des concours à organiser par le ministère de la fonction publique et du travail, il y a des nouveaux promus qui viennent. Lorsqu'ils viennent, et ce sont des frères, des amis du quartier, du village, qui se transportent, qui viennent. D'abord, ils n'intègrent pas pour période de stage. Ils n'intègrent pas progressivement pour être fonctionnaire vraiment reconnu de l'État. Aucune règle n'est respectée. Vous allez aujourd'hui dans les départements, vous retrouvez là du monde. Vous vous demandez, ils sont venus d'où? Quel acte les a amenés là? Mais tout simplement, c'est parce que le directeur, il est nouveau. Vous parlez de quel département? Il y a beaucoup de directions. La dernière fois, je parlais de l'autorité guinéenne de l'aviation civile. Je parlais de cette direction. Je parlais également la dernière fois du patrimoine bâti. Du patrimoine bâti avec les directions communales. Quand vous allez par exemple à Kaloum, ce sont des pratiques qui sont aujourd'hui connues de ce côté, qui sont dénoncées par ceux qui sont là depuis 10 ans, depuis 7 ans, qui sont régulièrement recrutés par la fonction publique, mais qui sont aujourd'hui envahis par de nouvelles figures qui viennent. On ne sait pas, ils sont venus de quel service, ou est-ce que c'est la fonction publique qui les a recrutés, comment ils sont arrivés. Personne ne sait. Donc aujourd'hui, moi je crois qu'il faut interpeller le CNRD, il faut interpeller même les nouveaux promus. C'est pas exclu d'aider les amis. Quand vous êtes et vous avez une promotion quelque part, c'est bien d'aider les amis, mais il faut le faire dans les règles de l'art. Parce que pour ceux qui sont là, ceux que vous avez trouvés en place. Quelle règle peut te permettre de faire intégrer un ami s'il ne peut pas passer par concours? Effectivement, c'est ce que je dis. C'est pourquoi je dis. La règle, vous pouvez lui demander par exemple d'aller, s'il y a le concours qui est organisé, d'aller postuler pour être retenu. Mais les gens n'ont pas le temps de faire ça. Non, mais il le faut. C'est pourquoi on interpelle. Il faut qu'on ait le temps de le faire, parce que d'un côté on dit qu'il n'y a pas d'emploi, et à tellement de l'autre côté, est-ce qu'on pense aux critères compétences par exemple, est-ce que la personne est apte à faire le travail? C'est effectivement à ce niveau qu'il faut interpeller le département de la fonction publique, parce qu'on nous a annoncé ici qu'il y aura des recrutements, parce qu'il y a eu plusieurs fonctionnaires qui sont allés à la retraite. Il y aura des concours qui vont être organisés, mais jusque-là, on ne sait pas. Le concours, c'est pour quand et quels sont les critères aujourd'hui pour participer à ce concours. Ce sont des questions qui se posent et les gens profitent désormais, parce qu'il y a une certaine autonomie pour certaines directions générales aujourd'hui, autonomie financière bien sûr, je vais dire. Donc, ils ont la possibilité d'avoir des éléments dans leur cabinet ou dans leur structure, différentes structures, et qu'ils payent sur le dos de l'État, pendant qu'ils ne sont passés par aucun concours et ils ne sont recrutés par aucune structure de la fonction publique. La réalité, Daouda, c'est que rien n'a changé. Effectivement, c'est pas une première. Et aujourd'hui encore, les pratiques d'antan continuent. Davantage, le système, il est là. Le système, il est là. Mais c'est qu'il faut. Fort, enraciné d'ailleurs. Oui, allez-y, Diba. Oui, moi, au-delà de ce qu'il dit, c'est par rapport un peu à ces structures de sous-traitance. Vous savez, je ne dirais pas ça va être impossible de lutter contre ça, mais ça va être difficile parce que
Il y a aussi des sociétés, même si vous partez vers elles pour postuler, ils vous diront non, allez-y vers tel cabinet. C'est au compte du cabinet, là on recrute. Donc ça devient un passage obligé pour vous de passer par les cabinets de recrutement. Et parfois vous vous dites, mais est-ce qu'il n'y a pas une complicité vraiment de certains agents de ces sociétés et ces cabinets de recrutement? Parce que c'est comme si... Notamment les DRH. Les DRH, parce que vous donnez l'argent par là et vous récupérez de l'autre côté. C'est un empilement qu'ils font. Imaginez que vous êtes payé officiellement à 4 millions. On fait une rétention sur votre salaire. On vous donne 1 million. Et le cabinet, pour avoir un marché dans une société, il faut gager quelque chose. Il y a des combines qui sont là. Moi, j'ai assisté à ce genre de choses. Quand on est en train de préparer un peu nos mémoires et tout, c'était un débat qui se posait à l'époque. Donc ça veut dire qu'il y a une complicité, une ramification. C'est ce qui fait que ça va être difficile de lutter contre. En fait, c'est un fléau, c'est un phénomène. Ceux qui sont dans les sociétés qui recrutent, mais aussi les cabinets, il y a une complicité parfois entre les DRH et ces directions-là. Donc ça complique davantage la tâche. Parce que imaginez un jeune qui sort de l'université. C'est vrai que les sociétés recrutent en fonction des besoins. Parce que s'ils n'ont pas besoin, par exemple, d'un comptable, ils ne vont pas recruter. Mais pour qu'ils recrutent, vous êtes parfois obligé de passer par les cabinets de recrutement. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut? Je pense qu'il y a une défaillance au niveau de l'État. Par exemple, l'inspection générale du travail. C'est un service qui ne travaille pas. Et ce sont les conséquences de l'inertie, de l'inaction, parfois même de la complicité de cette direction qui fait qu'on a du mal à lutter contre ce phénomène. Imaginez-vous, on parle aujourd'hui de ces jeunes qui sortent des universités et les sociétés de gardiennage. Oui, mais pas que ça, il y a aussi les stations-service. Les stations-service, les pompistes. Bah, si une autre forme d'esclavage. D'esclavage. Oui, et aujourd'hui, ils ont une association. Les supérettes et autres dans les stations-service. Justement, stations-service. 550 000 comme salaire. Salaire, vous imaginez. Pas de congé. Pas de congé. Des gens qui passent toute la journée arrêtés comme des grues pour servir les citoyens. Et aujourd'hui, ils ont créé une association. Et certainement, ils vont se faire entendre parce que c'est toutes les stations, services en Guinée, pas que telle société. Ils vivent, ils végètent dans la misère. Lorsque vous êtes chef de piste, tant mieux. Lorsque vous êtes gérant, tant mieux. Mais si vous êtes simple pompiste qui est là, franchement, vous tirez. Gérant dans la supérette. Et quand il y a des manquements, c'est sans état d'âme. C'est sans état d'âme. Vous allez payer quand il y a des manquements. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est les instruments que l'État a mis en place pour faire respecter aujourd'hui la loi sur le travail en Guinée, qui n'est pas respecté, le code du travail. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Il y en a même qui se battent pour appartenir à un syndicat et quelquefois c'est compliqué. C'est impossible. Oui, mais il y a des entités où on n'accepte même pas qu'on forme des syndicats. Et c'est pas normal. Voilà, et ça veut dire qu'il y a un service qui ne fait pas son travail. C'est l'inspection générale du travail. La fois dernière, c'est un employé d'une station-service, je cite le nom, Total Guinée, qui m'a interpellé. Je suis allé pour prendre du carburant et il a fait des achats, qui m'a dit clairement. Il s'est gêné de me le dire, mais il s'est ouvert à moi pour me dire, Antoine, on est mal payé ici, on est sous-traité. Oui, ils sont nombreux. C'était un jour de fête, Ramadan. Ils sont très nombreux. Il travaille le jour du Ramadan, n'a pas fêté. Il me dit qu'on est là, on travaille, mais on n'est pas payé à la hauteur de ce boulot-là. Ils sont payés à 550 000. Vous imaginez? Si c'est travail jour de fête là, ça c'est le travail. Non, parce que toi, tu n'as pas travaillé le jour de la fête. Mais moi, par exemple, j'ai travaillé le jour de la fête. Tu n'as pas compris. Mafoudi a travaillé le jour de la fête. Ce que je te dis. Est-ce que tu n'es pas payé? Ce dont je te parle, ils sont payés à 550 000. Mais ça sort, Daouda. Les jours fériés. Et là, je vous parle de la station. Tu n'es pas payé à 550 000. À la station Totale. Donc, je vous parle là de la station Totale où les travailleurs m'ont interpellé. Imaginez-vous. Parce que selon ce qu'ils m'apprennent, normalement, lorsque vous finissez le travail le soir, il faut que vous buviez des bonnets rouges, par exemple, du lait à cause du gaz que vous inhalez, le carburant avec lequel vous êtes en contact tout le temps. Mais cela aussi n'est pas parfois effectif tout le temps. Ça fait que souvent, au-delà des conditions qu'on doit créer pour que vous travaillez convenablement, c'est des salaires lents auxquels on vous donne. Ça fait que ces travailleurs là. C'est pas un salaire, 550 000. C'est pourquoi souvent, faites le constat. C'est une prime. Parfois, on va payer du carburant, on pompe l'air dans le réservoir. Oui. Quand vous payez 20 litres on amène les gens à voler. Ou 50 litres, le travailleur se sent obligé, pour ne pas rentrer à la maison bredouille, il fait en sorte que vous ne soyez pas vigilant. Il vole des litres sur votre carburant et après on vous dit... mais il ne faut pas aussi justifier le vol. Non, c'est ce que je dis. Je ne justifie pas ça, mais c'est là il faut comprendre aussi que le mauvais traitement de ces gens-là les encourage parfois à des pratiques nocives. C'est pourquoi on doit interpeller ces responsables de stations-service. Lorsque vous créez une station-service, vous gagnez des milliards
avec la gestion. Mais pensez à ceux grâce à qui vous gagnez de l'argent, mais vous ne pouvez pas... Décidément, les conditions de traitement doivent être revues partout. Parce que hier, on parlait des journalistes qui perçoivent 200 000, 300 000. C'est un débat national. C'est dans tous les compartiments de la société, dans tous les secteurs. Aujourd'hui, ce qu'on dit, la misère, l'exploitation, le salaire qui est mince, ça c'est dans tous les secteurs. Je pense que c'est l'État aujourd'hui qui est absent. Parce qu'à un moment donné, il faudrait que ça soit à Conakry, sans compter les sociétés minières avec la sous-traitance. Là-bas, c'est un autre débat. Donc, ça veut dire que vous avez une entité qui n'est pas en train de faire son travail et parfois même qui est en collusion avec ces sociétés-là. Parce que si vous voulez aller en grève, tout de suite, on vous sanctionne pour une médiation au niveau de l'inspection générale du travail. Souvent, c'est l'employeur qui sort vainqueur du bras de fer. Donc, ça veut dire que le travailleur en Guinée n'est pas protégé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour ces jeunes qui sortent des universités? C'est vrai, chaque année, c'est des milliers qui sortent. On est en train de former de vrais faux chômeurs. Imaginez que vous sortiez. Après, on vous dit tout de suite, pour une entité, on a besoin de telle main-d'œuvre. Et le jeune qui vient de sortir, comme l'a dit Caps, il a besoin d'un salaire tout de suite, d'un emploi. Parce qu'il est frais, il a la passion pour la chose et il va prendre tout de suite. Donc c'est ce qui est en train de se passer. Oui, il faut lutter contre le train de vie, mais aussi il faut impliquer des principes. Par exemple, dans certains pays, pour lutter contre le chômage, qu'est-ce qu'ils font? Ils luttent contre la rigidité des salaires. Par exemple, si dans moi, je prends 5 millions, qu'est-ce qu'on fait? On dit, bon, Djiba, sur le marché de l'emploi, il y a beaucoup de demandes. Pour qu'on inverse la courbe du chômage, on peut casser les salaires. Au lieu que telle personne ne prenne maintenant 4 millions, on dit, on va couper en deux, on prend 2 millions pour pouvoir recruter un autre travailleur. Certaines entités le faisaient de par le passé, pour pouvoir recruter d'autres personnes, lutter contre le chômage. Mais sauf que c'est contre-productif, parce que vous pouvez perdre aussi certains travailleurs en le faisant. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, il faut créer les conditions. Il faut créer les conditions pour un recrutement, il faut créer les conditions pour une formation adaptée, il faut créer les conditions pour que les services que l'État a mis en place pour faire ce travail puissent pleinement jouer leur rôle. C'est un secteur où l'État a détourné le regard. On n'est pas en train de comprendre qu'il y a un problème qui se déroule. Et laissez-moi vous dire, la jeunesse, c'est un tsunami silencieux. Parce que si vous ne leur donnez pas de l'emploi, ils vont continuer à le faire. À un moment donné, ils ont un sentiment d'exclusion. Et dans certains pays, ça s'embrase. On ne le souhaite pas. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut des frustrés. Et c'est ce qui fait qu'il y a des pays, aujourd'hui, on dit que quelle que soit la démographie de ce pays, si vous n'arrivez pas à donner des débouchés à votre population, ça peut être une source de déstabilisation. Donc, il faut qu'aujourd'hui encourager la démographie, mais il faut aussi encourager qu'on crée les conditions sine qua non pour que les gens puissent se développer. Que ce soit pour le logement, on est en retard. Que ce soit pour les infrastructures primaires, on est en retard, sans compter que le salaire qui ne bouge pas, il y a une rigidité, ça ne bouge pas. On continue à payer des gens à 2 millions sur des années. Il n'y a pas d'avancement. Sur des années. Alors qu'on doit avancer progressivement dans le salaire. En fonction de l'ancienneté, de l'ascension sociale. Parce que dans une entité, on estime que plus vous êtes là, vous avez de l'expérience, vous pouvez prendre de l'ascension. Et ça doit avoir une répercussion sur le salaire. C'est ça en fait la réalité. C'est un débat malheureusement qu'on ne pose pas. Et ces pompistes-là, dans une autre station Total où je suis passé, effectivement c'était dans une station Total aussi, là-bas ils m'ont interpellé pour me dire, Djiba, on a une réunion à tel jour, il faut que vous soyez là parce que nous travaillons dans des conditions difficiles. Ces gens-là n'ont pas d'égard pour nous. On ne peut pas comprendre dans un secteur où il y a de l'argent, de pétrole, que quand même on exploite comme ça les gens. C'est l'État qui ne joue pas son rôle. Bien, c'est cela aussi l'autre visage de la Guinée. Voilà ce qu'on pouvait brosser pour cette première partie. La suite dans un instant. Mais aussi sur Espace TV, merci de votre fidélité. Merci de nous écouter via nos antennes régionales. Merci à tous ceux qui nous regardent à la télévision un peu partout dans le monde. On en vient à ce décret qui est tombé hier à la télévision nationale. Le DG de la CNPS, finalement limogé. On parlait de ce sujet il y a 2 jours ici, Antoine. Oui, la Caisse nationale de prévoyance sociale, il est accusé de détournement de fonds publics. Et Jacques l'avait présenté ici dans un document où il a été révélé
que le DG détournait des fonds destinés aux pensionnaires. Détournerait. Bon, où il était révélé. Détournerait, mettons ça au conditionnel. D'accord. Le temps que ça soit prouvé. Ok, mais bon, il est limogé dans tous les cas. Antoine. Donc, il est limogé. Il est pour prétendu détournement. Il a été accusé. Antoine, oui. Il est limogé pour prétendu détournement. Bon. Respectons la présomption d'innocence. On l'a accusé de détournement. Alors, il a été accusé de détournement de fonds publics. Donc, on a vu dans ce déballage fait par Jacques Leno que s'il y a des travailleurs des pensionnaires depuis des années qui sont à Conakry, mais dont les pensions se retrouvent parfois en Zérékoré ou à Kindia. C'est-à-dire, on a fait une manœuvre avec une liste de personnes qui se retrouvent à Zérékoré, des fictifs notamment, dont on envoie les salaires, les pensions à Zérékoré, alors qu'ils n'y sont pas. On a l'impression que ces montants-là partaient à d'autres personnes, et en retour, c'est récupéré par une entité tierce. Alors, je pense que, selon nos informations, monsieur le directeur a été entendu par la direction des investigations de la gendarmerie, ensuite par la CRIEF. C'est après ces auditions-là qu'il a été décidé de le limoger. Et je pense que c'est l'un des actes qui, pour moi, est à saluer. Voici des choses qu'il faut encourager. Parce qu'il faut le rappeler, c'est pas quelqu'un de l'ancien régime. Ça fait 4 mois. Ça fait 4 mois qu'il a été nommé. 5 mois, justement. Oui, selon nos informations, il s'est offert une 4x4 sortie d'usine récemment. Et l'explication qui a été donnée, c'est que l'ancien directeur est parti avec sa voiture, avec autorisation de la direction. Et lui, il fallait trouver un véhicule de fonction. Et cette voiture de fonction-là, c'est pas n'importe quelle voiture. C'est une voiture non des moindres. Il fallait demander l'aval du CA. La question qui se pose, est-ce que le CA a entériné, a donné son aval pour l'achat de ce véhicule? Et ce qui se passait, c'est que, monsieur le directeur, selon nos informations, parce qu'on a été approché par quelques-uns de ses collaborateurs, il le faisait de façon unilatérale. Il le faisait sans que certains parmi ses collaborateurs proches n'en soient associés ou n'en soient informés. C'est parfois, certains étaient mis devant le fait accompli. Ils ont été parfois amenés à faire le sale boulot alors qu'ils n'en savaient rien du tout. Donc ils ont été contraints, quelques-uns parmi eux, d'approcher, et non seulement des entités publiques, mais aussi d'aller vers la presse pour dénoncer la pratique qui se passait, parce que le DG se faisait plein la poche. Et donc ça se passe comme ça. Se ferait. Non, parce que selon eux, c'est ce que j'ai dit. Mais parce que selon eux, le DG se faisait plein la poche. Moi, je sais pas maintenant qu'est-ce que vous voulez que je dise ce matin. Je suis pas la petite bête. Je suis pas en train de... Antoine, c'est une règle en matière de journalisme. Il faut mettre les informations. Je l'ai mis dans la bouche de celui qui m'a confié l'information. Selon ces personnes qui ont confié l'information, le DG se faisait plein la poche. Mais si je dis ferait se faire plein, pour ça que eux ne sont pas sûrs de ce qu'ils disent. S'ils le disent, c'est en connaissance de cause. Bon, ça dépend. En attendant que la justice le condamne. Non, s'ils me l'ont confié, je dis textuellement ce qu'ils m'ont dit. Selon eux, le DG se faisait plein la poche. Se faisait, ça c'est à l'imparfait. Donc, je pense que avec le décret qui est tombé hier, ça montre à suffisance qu'il y a des éléments qui sont probants à partir desquels le DG a été limogé. Je ne dis pas qu'il est coupable d'emblée. Attention, Antoine. Non, je ne dis pas qu'il est coupable. Attention, Antoine. Même on a toujours dénoncé même certains faits. Beaucoup parlent de cabale, hein. Cabale, on a dénoncé certains faits. On parle de cabale parce que le DGA, ce qui se passe aujourd'hui, attendez, dans cette affaire est aussi cité par certains, disons une chose, par certains travailleurs. Ce qui se passe aujourd'hui ne s'est pas produit en Guinée depuis des années. Disons-le clairement. Quoi? Le fait qu'un cadre soit dénoncé et qu'il soit limogé. Et tu connais aussi les Guinéens. Oui, quand leurs intérêts sont menacés. Oui, mais pour ce cas, ils sont capables de tout. Pour ce cas-ci, je pense qu'on a pris la peine d'écouter. Nous, journalistes ici, on a été appelés par des gens pour nous donner des informations. Il n'a pas été limogé sur un coup de tête. On l'a écouté. On l'a auditionné pendant des jours. Je pense que si après audition, on se rend compte que le DG n'est pas à mesure de se défendre convenablement. Mais il n'est pas encore condamné. Si elle n'a pas été entendue, je peux dire, on n'a pas entendu, on l'a limogé, il fallait qu'on l'entende. Il a été entendu à plusieurs reprises, et à la gendarmerie, et à la CRIEF. Si ces deux entités vous écoutent, et qu'on pense qu'après audition, il y a des éléments à charge contre vous, pour moi, le président est dans ses droits de vous limoger. C'est lui qui vous a nommé. Il a le droit de vous limoger. À mon avis, tu penses que d'emblée il est coupable?
Voilà. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Alors, à mon avis, c'est un signal fort contre ceux qui sont en fonction. Là, je suis d'accord parce que ça montre clairement que vous êtes en fonction, vous n'êtes pas permis de faire ce que vous voulez. Bien sûr. Parce qu'on a écouté Ousmane Gawal ici qui disait qu'il se méfie de signer des documents par peur de la CRIEF. Même la ministre de la Communication, même dans l'événement destiné à la presse, a refusé de signer les documents parce qu'ayant peur de pouvoir tomber dans un piège. Aujourd'hui, beaucoup de ministres sont obligés d'aller vers des partenaires extérieurs pour des accompagnements, pour des financements. Ils refusent parfois de toucher à l'argent public par peur d'être interpellés demain. Et donc, je me dis que ce que fait Doumbouya aujourd'hui, c'est une bonne chose. Ça permet de moraliser la vie publique et ça permet aussi de dire à certains de ceux qui dirigent aujourd'hui que vous pouvez être en fonction et ne pas forcément vous mettre plein la poche et penser au bas peuple. Et pour moi, c'est une action salutaire. J'espère juste que le DG... Et attention à ne pas condamner je ne condamne pas. Voilà, je ne condamne pas. Les erreurs judiciaires, je dis juste que s'il a été limogé, c'est qu'il y a des éléments contre lui. Bien. Voilà, alors, parlant donc de ces éléments-là, en fait, tout s'est révélé lors de la paye des pensionnaires en mars dernier, là. Alors, le DG de la Caisse nationale de prévoyance sociale aurait bloqué 1178 titres. Et venant de l'ensemble du pays, donc de toutes les préfectures, y compris les différentes communes de la région spéciale de Conakry. Mais après, sauf qu'on s'est rendu compte que ces 1178 titres bloqués se seraient retrouvés du côté de Zérékouré. Et le montant s'estime à peu près 1,2 milliard de francs guinéens. Voilà ce qui lui est véritablement reproché. Et après qu'on l'ait attendu plusieurs fois de suite, selon les informations qu'on a, c'est que finalement, il n'aurait pas été en mesure de pouvoir prouver concrètement tous ces faits-là. Et voilà pourquoi il a été mis à la disposition de la CRIEF et aujourd'hui, il se retrouve de ce côté-là. Moi, j'ai quand même envie de rappeler quelque chose. Ça fait quand même que seulement 4 mois qu'on a pratiquement un cadre qui est les grandes gueules à ce niveau de responsabilité-là. Donc, quelque part, encore une fois, il faut saluer l'arrivée de la CRIEF qui est un élément ou un instrument de dissuasion des cadres de la République aujourd'hui qui fait que derrière, à chaque fois qu'on a envie d'agir, il est important de bien réfléchir avant de prendre certaines décisions. Et l'autre chose qu'il faut rappeler, c'est qu'au niveau de la Caisse nationale de prévoyance sociale, un autre fait était là. Vous savez, il n'y a même pas que lui. Et ça se retrouve au niveau de toutes les différentes directions. Vous savez, à l'arrivée des nouveaux directeurs, ils se méfient des anciens qui sont là. Et même pour le traitement de certains dossiers, ils font appel à des cadres, à des amis qui sont à l'extérieur de leur département sur des sujets qui concernent... Pour avoir une expertise. Pour avoir une expertise. Parce que des fois, eux, ils sont nouveaux, ils ne maîtrisent pas complètement tout ce qui se trouve. Deuxième chose, ils ont peur, ils ne font pas confiance aux gens qui sont d'être bernés, ils n'ont pas confiance aux gens avec lesquels ils travaillent. Et finalement, ils se retrouvent derrière à pouvoir collaborer avec des gens. Et il serait reproché également à ce même DG-là d'avoir recruté certains de ses proches, les avoir amenés au sein de son département pour travailler avec eux, soi-disant que c'était une recommandation venant du CNRD qui fait qu'il est en collaboration avec ces gens-là. Et donc, voici toutes ces différentes informations qui circulent autour de ce DG. Encore une fois, on attend que la CRIEF fasse lumière sur ces faits. Encore une fois, il faut sanctionner au cas où tous ces faits s'avèrent. Mais encore une fois, si ça ne s'avère pas, il faut le rétablir tout simplement. Après de sérieuses enquêtes. Allez-y, Diba Milmono. Oui, finalement, il a été limogé. Lui au moins ils ont donné du temps à ce qu'il soit entendu d'abord par la direction des investigations, ensuite il est parti à la CRIEF, donc le limogeage est tombé après, et vous savez, on a limogé certains ici bien avant même qu'ils soient écoutés ou entendus. On avait dénoncé à l'époque des directeurs des régies, des EPA. Je pense que à l'époque on avait dit que l'État était en train d'aller trop vite en besoin. Imaginez que in fine la personne soit innocente. Voilà, donc dans l'opinion nationale, déjà on le voit comme un... Parce que dès qu'on dit telle personne est convoquée, on dit qu'il est coupable. Donc c'est dans l'opinion. Voilà, au regard de l'opinion, c'est ce qu'on pense. Et lui, ils ont quand même pris du temps pour passer un peu par la direction des investigations, ensuite la chambre d'instruction de la CRIEF. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est une situation quand même assez complexe. Parce que avant-hier, ici, on disait, dans sa communication, il aurait dit l'argent n'est pas sorti. Qu'il faut aller au trésor public. L'argent dont on incrimine se trouve au trésor public. Alors, moi, je me posais la question de savoir si effectivement la somme y est,
pourquoi on le maintiendrait au niveau de la direction des investigations pour continuer à lui poser des questions. Je me suis posé des questions. Et l'autre aspect aussi, n'oubliez pas que quand même il a fait des réformes. Oui. En 4 mois, il a pu quand même faire des réformes que beaucoup n'ont pas fait sur des années. Donc, à un moment, je me suis dit, certainement, il y a eu des réformes quelque part qui ont touché à des intérêts. Et vous savez, on est en Guinée, parfois lorsque vous devenez une épine dans les pieds, il faut t'écraser, il faut tout de suite faire sauter la personne. Ça s'est fait dans les directions ici. Espérons que ça soit un tel scénario pour que lui tire son épingle du jeu. Mais l'un dans l'autre, on est dans une dynamique quand même de moralisation de la vie publique. Et quiconque, à un moment donné, est accusé par rapport à sa gestion, vous êtes appelé à répondre devant la justice. C'est pour cela qu'il faut être professionnel dans le travail que nous faisons, avec des éléments, des pièces justificatives. Même si nous savons qu'il y a des gens qui savent en monter, oui. Mais je pense qu'il faut être professionnel dans tout ce que nous faisons. On a vu ce qui s'est passé, par exemple, lors de la petite période de dégel, entre septembre et octobre. Justement. On a vu qu'il y a des directions, c'était autour de 2 millions, d'autres autour de 10 millions, 30 millions. Ça peut paraître un peu insignifiant. Mais même si c'est 100 francs, c'est l'argent public. Il y a dans ces pays, même si c'est 1 franc, on peut limoger un ministre. Donc c'est culturel. Donc je pense qu'il ne faut pas voir la somme, mais c'est la rigueur. Il faut vous imposer une rigueur. Parce que si vous demandez par exemple un bon de sortie, ou bien il faut voir le travail qui se fait avec les institutions, les organisations qui travaillent avec les institutions. Oui. C'est pour cela qu'on ne finance pas n'importe qui. Parce qu'il faut être à mesure de gérer et de justifier tout. Vous avez des rapports écrits, il faut faire. Justement. Vous avez des rapports comptables qu'il faut faire. Donc ça, c'est un véritable casse-tête. C'est ce qui a fait que, de par le passé, même les services étatiques ne voulaient plus travailler avec les institutions parce qu'il n'y a pas de facilité. Il y a de la rigueur. Pourquoi on part puiser dans les fonds publics? Parce que là-bas, c'est vous qui êtes les affaires, c'est de laisser aller. Et les conséquences, qu'est-ce qui va se passer? C'est que celui qui viendra après votre gestion, vous lui laissez un héritage qui est assez lourd. Il est obligé encore de payer la dette. Parce que si vous vous endettez et que vous utilisez mal l'argent que vous avez contracté, vous laissez un héritage lourd pour ceux qui vont venir. Parce que c'est l'argent public. Et aujourd'hui, ce qu'il est en train de faire, voir des ministres avoir peur même de prendre dans leur ligne budgétaire, ce qui est quand même prévu, ça veut dire quelque part qu'on est quand même en train de mettre de la puce à l'oreille. Mais ça a aussi des conséquences. Quoi qu'il en soit, il faut mettre des garde-fous. C'est pourquoi l'autre fois, je posais la question au ministre Ousmane Gawal pour dire, mais pour éviter tout ce scénario-là, il faut déclarer vos biens. Parce que si vous venez avec un vélo, et pour repartir avec une voiture Prado, c'est que ça... Je pense que c'est la plus grosse erreur du CNRD. Voilà, du CNRD. Il faut faire la déclaration initiale des biens. Ça va vous couvrir parce que je vais vous dire une chose, ceux qui viendront après vont aussi dire il faut auditer. Ouais. Ça va être maintenant, on est en train de rentrer dans une tradition d'audit. Et les gens veillent. Et aujourd'hui, c'est un message, signal fort que Doumbouya a envoyé. Et celui qui va venir, il va s'en inspirer. Parce qu'il va trouver quand même, il y a un acquis qui est là, il faut connaître la dynamique. C'est pourquoi quand ils déclarent leurs biens, ça va les aider, les couvrir. Parce que si vous avez peur de prendre votre ligne budgétaire, c'est qu'il y a un problème. Pourquoi alors le budget, on débloque un budget pour chaque département? Si vous avez peur de financer vos activités. Je pense que c'est un non-sens. À un moment donné, il faut mettre des garde-fous et se protéger. Si vous prenez 1 milliard, il faut justifier. Moi, je ne vois pas où est la crainte dans une telle situation où vous avez la capacité de justifier l'argent que vous prenez. Ça, je pense que pour moi, c'est une excuse. Maintenant, globalement, le DGI part. Et aujourd'hui, il faut s'attendre à ce qu'il y ait quand même justice dans le dossier. Bien. Parce que beaucoup sont tombés comme ça. Allez-y. Oui, moi jusqu'à ce que les preuves vraiment tangibles soient brandies sur le cas du DG, pour l'instant, je reste encore sur ma faim. Je doute encore fort sur la plausibilité des accusations qui sont portées sur l'homme. Et vous savez, il y a aujourd'hui quelque chose qui ne se dit pas assez. Djiba a touché un aspect d'ancien que vous trouvez dans la boîte. Je ne sais pas si c'est Caps qui l'a dit. D'ancien que vous trouvez dans la boîte. Il y a ceux qui maîtrisent mieux les rouages de la boîte, qui savent quels sont les trous de détournement, comment il faut faire, quels sont les dossiers qu'il faut monter, et ça avec la bénédiction le plus souvent des DAF. Qui savent comment monter les chiffres et comment introduire au trésor public, ainsi de suite. Et il y a tous ces problèmes qui se passent. Et aujourd'hui, on parle du DG, mais d'autres également parlent de son DGA, qui serait
une épine dans ses pieds qui serait un problème pour lui. Qui, vous savez, le DGA, c'est l'ancien, je crois, porte-parole ou président des DAF. Des 518, Mohamed Lamine Traoré, qui, pour certains, c'est une cabale entretenue par son adjoint, par ce dernier, et chose qu'il faut aussi prouver devant peut-être les investigateurs. Mais il y a ce problème dans nos institutions aujourd'hui, dans l'administration guinéenne. Il y a des gens qui sont là, qui connaissent le terrain, qui sont hostiles à de nouvelles figures. Lorsqu'il y a une nouvelle figure qui vient, quand elles sont rigoureuses. Surtout quand elles sont rigoureuses, et ce sont des peaux de banane. Lorsque vous ne faites pas attention, vous glissez et ça, vous en partez. Voilà, il faut faire attention pour ne pas commettre des erreurs, pour ne pas condamner des innocents. Voilà ce qui nous amène à la fin de la première partie des Grandes Gueules. Nous revenons juste dans 10 minutes après le premier écran publicitaire. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Radio Espace sur Facebook et Twitter. Radio Espace Guinée. Numéro 1 sur les réseaux sociaux depuis plus de 10 ans. Des réactions à Conakry recueillies par notre partenaire d'Espace TV. En route pour de nouveaux horizons. Aventure, évasion, rencontre, partage, dépaysement. Voir la Guinée autrement. Pour cette rentrée, nous vous proposons des inédits. Bienvenue sur Adafo Média. Les talents sûrs ne meurent jamais. Quelles que soient les épreuves, les difficultés, les crises, les circonstances, ils arrivent toujours à se surpasser et restent sous les projecteurs. Avec l'audace, tout devient possible. Les plus beaux palmarès de l'audiovisuel guinéen, c'est sur Adafo Média. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble. Radio Espace Guinée. Radio Espace Guinée. Amalapouya, Gorée, Koréra, Boubouya, Dabis, Pont-de-Fer, Solaya, Limania, Katako, Kolaboui, Filira, Amdalaï sur 99.7. Radio Espace Kakandé, la plus bagataille. La plus bagataille des radios. Vivez une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle. Multidimensionnelle peut-être ? Non, désolé. Ah d'accord. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant ? Hip Hop Groove Station Hussein Kaba. Tous les week-ends c'est Hip Hop. Kallack Radio. Bien s'informer, ça demande du temps. Et surtout, se forger une opinion. Du temps pour recueillir les faits. Et recouper tous les faits. De confronter les idées. Les points de vue. Et surtout, les décortiquer. Les analyser, les décrypter. Et puis il faut du temps pour s'écouter. Se comprendre. Alors chaque jour, donnons du temps à l'info. Le temps qu'elle mérite. Les Grandes Gueules, du lundi au vendredi, sur Espace. Dans
tout le Nabaya. Dans tout le Nabaya, Baté, Mandiana, Sigiri. C'est Radio Espace sur 99. Radio Espace Cancan, la plus cancanaise des radios. Radio Espace Guinée est sur TikTok. Radio Espace Guinée, numéro 1 sur les réseaux sociaux. C'est qui le champion à Guinée? C'est qui le champion à Guinée? Espace, 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 espace. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Radio Espace sur Facebook et Twitter. Radio Espace Guinée. Numéro 1 sur les réseaux sociaux depuis plus de 10 ans. Des réactions à Conakry recueillies par notre partenaire d'Espace TV. En route pour de nouveaux horizons. Aventure, évasion, rencontre, partage, dépaysement. Voir la Guinée autrement. Pour cette rentrée, nous vous proposons des inédits. Bienvenue sur Adafo Média. Les talents sûrs ne meurent jamais. Quelles que soient les épreuves, les difficultés, les crises, les circonstances, ils arrivent toujours à se surpasser et restent sous les projecteurs. Avec l'audace, tout devient possible. Les plus beaux palmarès de l'audiovisuel guinéen, c'est sur Adafo Média. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble. Galac Radio, Galac Radio, Woma Sigi, Woma Radio, Galac Radio. Radio Espace Guinée. Radio Espace Guinée. À Malapouya, Gorée, Koréra, Boubouya, Dabis, Pont-de-Fer, Solaya, Limania, Katako, Kolaboui, Filira, Amdalaï sur 99.7. Radio Espace Kakandé, la plus bagataille. La plus bagataille des radios. Vivez une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle. Multidimensionnelle peut-être? Non, désolé. Ah d'accord. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant? Station, hip hop, groove station, Hussein Kaba. Tous les week-ends c'est hip hop. Galac Radio. Bien s'informer, ça demande du temps. Et surtout, se forger une opinion. Du temps pour recueillir les faits. Et recouper tous les faits. De confronter les idées, Les points de vue. Et surtout, les décortiquer. les analyser, les décrypter. Et puis il faut du temps pour s'écouter, se comprendre. Alors chaque jour, donnons du temps à l'info. Le temps qu'elle mérite. Les grandes gueules, du lundi au vendredi, sur Espace. Dans tout le Nabaya. Dans tout le Nabaya, Baté, Mandiana, Sigiri. C'est Radio Espace sur 99. Radio Espace Cancan, la plus cancanaise des radios. Radio Espace Guinée est sur TikTok. Radio Espace Guinée, numéro 1 sur les réseaux sociaux. C'est qui le champion à Guinée? C'est qui le champion à Guinée? Espace, 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 espace.
Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Radio Espace sur Facebook et Twitter. Radio Espace Guinée. Numéro 1 sur les réseaux sociaux depuis plus de 10 ans. Des réactions à Conakry recueillies par notre partenaire d'Espace TV. En route pour de nouveaux horizons. Aventure, évasion, rencontre, partage, dépaysement. Voir la Guinée autrement. Pour cette rentrée, nous vous proposons des inédits. Bienvenue sur Adafo Média. Les talents sûrs ne meurent jamais. Quelles que soient les épreuves, les difficultés, les crises, les circonstances, ils arrivent toujours à se surpasser et restent sous les projecteurs. Avec l'audace, tout devient possible. Les plus beaux palmarès de l'audiovisuel guinéen, c'est sur Adafo Média. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble. Galac Radio, Woma Sigi, Woma Radio, Galac Radio. Radio Espace Guinée. Radio Espace Guinée. Amalapouya, Gorée, Koréra, Boubouya, Dabis, Pont-de-Fer, Solaya, Limania, Katako, Kolaboui, Filira, Amdalaï sur 99.7. Radio Espace Kakandé, la plus bagataille. La plus bagataille des radios. Vivez une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle. Multidimensionnelle peut-être? Non, désolé. Ah, d'accord. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant? Hip Hop Groove Station Hussein Kaba. Tous les week-ends c'est Hip Hop. Galac Radio. Bien s'informer, ça demande du temps. Et surtout, se forger une opinion. Du temps pour recueillir les faits. Et recouper tous les faits. De confronter les idées, les points de vue et surtout les décortiquer. Les analyser, les décrypter. Et puis il faut du temps pour s'écouter, se comprendre. Alors chaque jour, donnons du temps à l'info. Le temps qu'elle mérite. Les grandes gueules, du lundi au vendredi, sur Espace. Dans tout le Nabaya. Dans tout le Nabaya. Baté, Mandiana, Sigiri. C'est Radio Espace sur 99. Radio Espace Cancan, la plus cancanaise des radios. Radio Espace Guinée est sur TikTok. Radio Espace Guinée.
Radio Espace Guinée est sur TikTok. Espace, mais aussi sur Espace TV. Merci de votre fidélité. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de l'émission Les Grandes Gueules, le talk show qui parle de vous. Le coton malien n'avait pas transité par le port de Conakry depuis une vingtaine d'années. Ce matin, à Kouré-Malé, entre la frontière guinéo-malienne, plusieurs autorités à la frontière, guinéo-malienne, les autorités des deux pays s'apprêtent à signer un accord qui aboutira au départ du premier convoi du coton malien. C'est le résultat de plusieurs mois de négociations entre les deux pays, les acteurs donc du secteur portuaire et maritime. Quels sont les avantages pour les deux pays? Répondant donc dans cette émission, nous aurons dans un instant Modibo Keïta, il est ministre du développement rural du Mali, et Ousmane Savané, directeur général adjoint de Alport Conakry. Nous parlerons également donc c'est une question de coopération bien évidemment, mais nous parlerons de cette ambassadrice de paix qui est lauréate pour participer à ce concours du côté du Niger, mais qui peine à trouver du soutien du côté du ministère de la promotion féminine, mais aussi d'autres acteurs qui pourraient l'accompagner pour participer comme ambassadrice au nom de la Guinée. Vous le savez, l'émission interactive, nous prenons en compte vos différentes réactions. Nous partons avec ce premier message qui nous parvient. Bonjour l'équipe des Grandes Gueules, moi c'est Saoudi Yaouki depuis Kindia. Le code du travail n'est pas respecté. La sous-traitance est un mal qui gangrène donc, qui va jusqu'à l'esclavage. J'ai été victime de ces bandits à col blanc. On avait même, je comprends pas la suite du message de Saïdou Yaouki. Nous partons avec Souleymane Konaté qui nous écrit depuis Dibreka. Il dit bonjour les Grandes Gueules. La CRIAF est un outil de transparence qui va certainement améliorer la gouvernance en Guinée pour revenir à la caisse de prévoyance sociale jusqu'à preuve du contraire. Le directeur limogé est victime d'une grande conspiration orchestrée par des cadres véreux dont les intérêts sont touchés par des réformes qu'il a engagées. Dans l'administration publique aujourd'hui, les cadres compétents et intègres sont combattus par les promoteurs du système à l'origine des maux qui gangrènent notre pays. Soyons vigilants, nous dit Souleymane Konaté depuis Dubreka. Nous partons avec cet autre message. Bonjour Diadia, c'est Adilo Guinéen. Ce limogeage prouve que Doumbouya ne badine pas avec la corruption parce que mieux vaut se tromper en agissant que de refuser d'agir. La stagnation est pire que la mort. Elle est aussi corrompue. Nous allons essayer de partir sur d'autres plateformes, le 657 39 13 13 avec Youssef Kaba. En Guinée, que dit-il? Voilà, en Guinée, la question des salaires mérite d'être revue dans tous les secteurs d'activité. La valorisation du travail et des salaires est l'une des grandes priorités du PDN qui prévoit la mutation du SMIC au SMIC et compte rehausser le salaire minimum jusqu'à 5 millions de francs guinéens afin que chaque travailleur vive de son salaire, certainement il voulait dire. Nous partons donc avec cet autre message qui tombe à l'instant. Merci à Espace pour l'intervention pour la sous-traitance dans notre pays, précisément dans les banques, oui, qui sont en train de tuer les jeunes sortant des universités et des écoles professionnelles. Message signé RMB. Nous partons avec cet autre qui tombe à l'instant. Qu'est-ce qu'il dit? Bonjour les Grandes Gueules, je suis d'accord qu'il faut revaloriser les salaires des intérimaires, mais il faut admettre que les boîtes d'intérim coûtent plus cher aux entreprises que les intérimaires eux-mêmes. Il revient à l'État donc d'exiger des employés de limiter la période d'intérim et privilégier l'embauche en CDI, en contrat à durée indéterminée, comme cela se passe ailleurs. Les entreprises doivent embaucher au-delà de 18 mois d'ancienneté. Almamissé Koussouma, vice-président de l'UDRG, qui nous envoie ce message. Nous partons avec cet autre. Bonjour Diadia, vous évoquez ce matin un sujet très important par rapport au salaire, surtout dans les écoles privées. Bonjour Diadia, saviez-vous que jusqu'à présent l'ambassade de Guinée en Allemagne n'a pas la volonté de partager les 100 000 $ offerts par le président de la République pour les ressortissants guinéens d'Ukraine? Il refuse même de répondre aux appels et aux SMS. C'est une information qui tombe. Vous pouvez peut-être, Abdourad, on va retenir ce numéro, peut-être qu'on va essayer de l'appeler pour avoir plus de précision. Là-dessus, nous partons avec d'autres réactions.
on va balancer donc sur Twitter carrément. Youssef Mario Godzie Camara nous écrit: bonjour les grandes gueules, il est temps pour les Guinéens de sortir des calculs minuscules et abandonner donc les considérations ethniques, régionales et religieuses pour aider le CNRD à guérir la Guinée de la longue maladie, la primauté du moi sur le nous. Vive le colonel Doumbouya. Excellence Timbolo guinéen. Bonjour les GG. Les cabinets de recrutement qui sous-traitent avec les sociétés tout en prenant les 50% des salaires des employés que leur envoient, c'est des pratiques qui existent dans tous les cabinets de recrutement. #espace GG. Nous partons avec François Kalivogui. Bonjour à toute l'équipe des Grandes Gueules. Le sous-emploi, la sous-traitance, l'offre par relation constitue le moteur du travail guinéen. Ça sera très difficile de bannir ce fléau. Voilà pourquoi l'informel, le commerce et les taxis sont devenus les activités principales des jeunes. Alphamar Silla nous écrit également sur Twitter: bonjour Moussaïero. Normalement, un État doit être protecteur. Malheureusement, les agents de l'État, en l'occurrence les inspecteurs du travail, ne font pas leur job. Aucune enquête, aucun rapport. Imagine, il y a des entreprises sans syndicat. C'est normal ça? Il pose la question. #espace GG. Nous partons avec Lamabank Diallo. Bonjour, on ne peut pas miser sur l'amitié pour recruter alors qu'il y a des compétents qui méritent d'y être. Travailler le jour de la fête ou férié doit être sanctionné par une prime, mais les entreprises ont la liberté de manipuler les employés. Lamabank Diallo donc qui nous écrit sur Twitter. Nous partons cette fois avec Mouktar Bari. Bonjour Madame Hiro, concernant les stations-service, ce que Antoine a dit, c'est la vérité. Je travaille dans une station-service, c'est vraiment de l'esclavage. Imaginez une personne qui travaille de 6h à 22h, donc au-delà de 8 heures de travail recommandé. Et ça, c'est de l'exploitation, comme il a dit. Selou Adams Diallo nous écrit également: bonjour Diadia, c'est vraiment triste ce qui se passe dans notre pays. Même les fonctionnaires de l'État sont mal payés. Le cas des enseignants en est l'illustration. Imaginez dans les privés, les employés souffrent énormément. L'État est absent dans tous les secteurs. #espace GG. Bari Abdoulaye Fugumba. Bonjour les grandes gueules. Nous avons tant souhaité le changement dans notre pays. Quand le CNRD est arrivé, nous avons applaudi et bien sûr, nous savons tous que l'œuvre humaine n'a jamais été parfaite, mais depuis le 5 septembre, le CNRD est en train de faire son mieux et il mérite notre soutien. Un dernier pour terminer, je ne savais pas que le premier président de la Cour des comptes, Mohamed Diaré, avait été... Bon, je pense que ça n'a rien à voir avec le sujet du jour. Nous continuons donc cette émission avec vous, Antoine Kourouma. On parle de cette actualité un mois jour pour jour que Kassori et compagnie sont en détention. Oui, je pense qu'à un moment donné, il faut faire l'état des lieux et un peu établir la période que ces personnes ont passée en prison. On a quand même salué, on a quand même relevé que ce soit depuis l'ère du CNRD que des actes forts soient posés et que la plupart sont exclusives en Guinée. C'est-à-dire, on constate qu'il y a de plus en plus d'actes forts, d'actes courageux qui sont posés, qui étaient souhaités par des Guinéens ou encore qui ne s'est jamais posé en Guinée. Arrêter un ancien Premier ministre, le mettre en prison, à part l'ère Biavogui. Lui demander de rendre compte. À part après la chute de Sékou Touré, Lansana Biavogui, je crois, qui avait été mis en détention par Lansana Conté. Depuis cela, je crois que ça n'était jamais arrivé. Et Kassori, depuis le 6 avril, est en détention en compagnie de Mohamed Diané, ancien ministre que les Biavogui ont des choses en commun. De la Défense, et également Oye Guilavogui. Lansana Biavogui, Mohamed Biavogui. Lansana Biavogui, Mohamed Biavogui. Sauf que l'autre était en détention, l'autre il est Premier ministre aujourd'hui. Et donc, Oye Guilavogui, ancien ministre de l'Environnement, ont tous été à l'époque mis aux arrêts pour... dit-on, détournement de deniers publics, enrichissement illicite et tout ce que vous savez. Et depuis lors, ils étaient au nombre de 4 avec Zakaria Kloubadi qui a fini par être mis en liberté conditionnelle après bien sûr le paiement, selon ce qu'on nous apprend, d'une caution de 3 milliards. Maintenant, ces 3-là sont en détention, qui sont tous des anciens ministres. Leurs avocats, en lieu et place d'une audition de ces personnes par les juges d'instruction, ont préféré attaquer
la procédure telle qu'engagée par le procureur, ce qui a fait que les clients ont été maintenus en prison, ils ont été déboutés par la cour de la CRIEF, ce qui a fait que la procédure a pris du temps et jusque-là, on a du mal à avoir une idée sur la suite de la procédure parce qu'il n'y a plus aucun bruit autour de leur cas. Au départ, il y a eu ces soulèvements de citoyens, je crois des militants du RPG qui revendiquaient pour que Kassori soit mis en liberté. Il y a eu des crimes à Forêt-Caria où on a demandé la libération de ces cadres qui ont été aux affaires sous l'ère Alpha Condé. Mais depuis quelque temps, on constate qu'il y a un silence total autour de leur cas. Personne n'en parle presque plus. On a l'impression qu'on les a oubliés en prison. Et on apprend qu'ils y sont très calmes. Kassori, on m'apprend qu'il est beaucoup plongé dans la lecture, qu'au quotidien, il lit beaucoup. Ainsi que les autres qui parfois, Kassori, pour prendre son cas particulièrement, il semble qu'il est tout le temps jovial, qu'il rit avec tout le monde, même si quelques-uns parmi eux ont du mal à supporter leurs conditions de détention. Il y a quand même lieu de noter que les avocats, à leur niveau, on a l'impression qu'il y a une sorte d'impuissance à leur niveau. On a l'impression que malgré le renfort envoyé du Mali, également du Sénégal, n'a pas porté fruit. Ce renfort, ils sont retournés comme ils sont venus. Je ne sais pas quel a été le rajout, quel a été leur apport, malgré tout le bruit qu'on a entendu après leur arrivée. On a l'impression qu'ils sont arrivés. En train de travailler, certainement. Ils travaillent, mais malheureusement, les résultats, on ne les a pas sentis. Zakaria Coulibaly s'en est sorti avec une libération sous condition. Ils ne sont pas les seuls, parce qu'après le bilan que j'ai eu à établir, on se rend compte qu'il y a 7 anciens ministres d'Alpha Condé en détention. Ils étaient 8, un a été libéré, c'est Zakaria. Il y en a 7 en prison. Je cite rapidement les noms, vous allez comprendre. Lonseni Camara qui a été arrêté le 27 avril, l'un des tout récents. Lonseni Camara qui a été arrêté avec comment il s'appelle, Amadou Damarou Camara. Oui, on apprend qu'il est malade, il a un souci de santé. Amadou Damarou Camara qui a été arrêté au même moment que Lonseni le 27 avril. Tous les deux ont fait pratiquement près de 2 semaines en détention. Il y a Ismaël Djoubaté qui est l'un des plus prison. Depuis le 22 février, il est en détention. Avec Traoré. Et Ismaël Djoubaté était en prison avec Eva Mansaré, l'ancienne DAF du ministère de l'enseignement technique. Elle a été libérée, mais pas lui. Pour son cas, il avait été dit que la chambre d'instruction avait ordonné sa libération. Le procureur s'était pourvu en cassation devant la Cour suprême qui l'avait débouté. Mais malgré cela, Ismaël est en détention. On avait demandé à ce qu'il paye 15 milliards comme caution pour qu'il soit libéré. Jusqu'à ce jour, il est encore en détention. Et après les calculs, on se rend compte qu'il a fait 2 mois, 14 jours en détention. Plus que les autres. Ismaël Djoubaté. À part Ismaël, vous avez Souleymane Traoré, qui est ancien directeur du Fonds d'entretien routier, qui a été arrêté et mis en prison le 23 février. Et lui également a fait 2 mois, 12 jours en prison. Et jusque-là, lui également, il a sorti un document attestant qu'il est en détention depuis des mois, mais il n'y a aucun jugement. On ne veut pas l'écouter et on lui demande de payer 30 milliards comme caution pour qu'il soit libéré. Et à ce niveau, je me dis qu'il y a un problème, parce que 30 milliards quand même, c'est assez énorme. Soit on s'est rendu compte... Bon, divisé par 2, c'est ce qui a été fait pour Gulde. Soit on a l'impression que son compte bancaire est tellement bien fourni que les 30 milliards ne peuvent sont assez dérisoires. Ils n'agissent pas sur le hasard, Antoine. Voilà, donc lui, à son niveau, c'est le seul d'ailleurs parmi tous ces détenus, parce qu'il y en a 10 en prison, c'est le seul parmi eux qui a dit qu'il demande à être écouté, qu'il demande à être entendu par un juge d'instruction, juste que l'on ne veut pas l'écouter. Et on a l'impression qu'on l'a oublié en prison, ça fait 2 mois qu'il y est, on ne parle plus de lui. À part lui, il y a l'ancien président de l'Assemblée nationale, Damarou Camara, tout de même. Parce que pour le cas Damarou, on a peu parlé de lui, mais beaucoup se demandent, mais Damarou est en détention depuis le 27 avril. Qui l'aurait cru? Qui aurait cru que Damarou pourrait s'y retrouver? Parce que Damarou, tout de même, il a été l'un de ceux-là qui ont bombé la poitrine pour Alpha Condé, qui a été au four et au moulin pour Alpha Condé, qui, pour le 3e mandat, a fait mains et pieds pour l'obtention de ce 3e mandat-là. Et à la fin, il se retrouve en détention. Et aujourd'hui, l'une des choses qui est revenue récemment, c'est sa sortie sur Espace TV dans l'émission avec Mohamed Ali, Droit dans les yeux. On se rappelle que dans cette émission, Damarou, parlant de l'Axe, avait dit qu'il faut y aller avec des armes pour maintenir l'ordre. Donc c'est revenu sur au devant de la scène, même si ce n'est pas l'objet de sa détention. Si ce n'est pas l'objet, ça doit être la rénovation.
du Parlement. Non, ça a été déjà dit, ça on l'avait évoqué la fois dernière. Voilà, au niveau de la CRIEF, ça avait déjà créé grand bruit avant que le régime ne chute. Et l'autre chose, c'est aussi... Il aurait donné le marché à sa fille. L'autre chose, c'est aussi le cas de Mantan Albert Camara, l'ancien ministre de la Sécurité, qui est en détention depuis le 21 avril. Ça fait 2 semaines qu'il est en détention. Lui également, on apprend qu'il n'est pas bien portant. On apprend qu'il a un problème de santé et tout cela. Donc, quand on fait le calcul, on a 7 ministres et un ancien président de l'Assemblée nationale, un directeur général et un ancien gouverneur de la Banque centrale. Et contrairement aux informations qui circulaient, comme quoi l'ancien gouverneur de la BCRG serait mis en liberté conditionnelle, c'est pas le cas. Lousseni Nabé n'a pas été libéré, il est en détention et on apprend que la condition pour sa mise en liberté, c'est 20 milliards de francs guinéens. Et il a un mois pour le payer. Et il a évoqué comme argument, il veut se faire traiter. On nous apprend qu'il faut qu'il le fasse en Guinée et non à l'étranger. Donc 20 milliards, c'est la caution qu'on lui demande. Et jusque-là, ce n'est pas payé. Il est encore en détention. Et aujourd'hui, ce qu'il faut dire clairement que ces ministres-là continuent de croupir en prison. Et on apprend qu'il y a d'autres qui pourraient suivre dans les jours à venir. Bien. D'autres qui pourraient suivre les jours à venir. Voilà ce qu'on pouvait essentiellement dire. On a fait en quelque sorte le bilan de la détention. L'émission continue dans un instant. À cette actualité, le coton malien n'avait pas transité par le port de Conakry depuis une vingtaine d'années. Ce matin, à Kourémalé, à la frontière entre la Guinée et le Mali, plusieurs autorités des deux pays s'apprêtent à signer un accord qui aboutira au départ du premier convoi du coton. C'est le résultat de plusieurs mois de négociations entre les acteurs du secteur portuaire et maritime. Quels sont les avantages pour les deux pays? Nous en parlons avec Modibo Keïta, ministre du Développement rural du Mali, et Ousmane Savané, DG, directeur général adjoint donc de la société Alport ici à Conakry. Djiba, vous avez suivi cette actualité? Oui, tout à fait. C'est un projet sous-régional. Vous savez, depuis des années, le Mali avait arrêté de faire transiter le coton en Guinée. Et c'était depuis du côté de la Côte d'Ivoire, mais aussi du Sénégal. Et c'était un manque à gagner pour nous, mais également pour les Maliens. Donc avec tout récemment les sanctions que le pays a rencontrées, donc le Mali et la Guinée ont renforcé davantage leur coopération. Vous vous souvenez que l'ancien Premier ministre, le Premier ministre malien et également le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, avait effectué un déplacement sur Conakry. Ils ont rencontré les autorités à l'époque, le président Mamadi Doumbouya et aussi le ministre secrétaire général de la présidence Amara Camara. Donc à l'issue des discussions, ils ont dit qu'il fallait renforcer davantage la coopération entre les deux États parce qu'ils se retrouvent aujourd'hui dans les mêmes situations de régime transitionnel et également avec des sanctions qui pendent au-dessus des têtes. Donc vu que le Mali aujourd'hui, il faut continuer à renflouer les caisses de l'État, donc ils vont faire transiter dorénavant leur coton ici par la Guinée. Il y a des camions qui quitteront le Mali pour la Guinée et arrivé en Guinée maintenant, la Guinée aussi peut envoyer vers les autres pays parce que nous on n'est pas sous la même sanction, le port de Conakry. Le port de Conakry. Donc c'est ce qui est en train de se passer. Maintenant l'avantage aussi pour les Maliens, c'est que lorsqu'ils déchargent le coton en Guinée, les camions ne rentrent pas vite. Donc ils ont des marchandises ici qui vont repartir du côté du Mali. Donc c'est dans le cadre d'un projet sous-régional, mais gagnant-gagnant entre les deux États qui aujourd'hui sont obligés de renflouer les caisses de l'État en passant par une synergie d'action entre les deux États. Donc ils sont au niveau de Kourémalé depuis ce matin pour non seulement parapher cette convention entre les deux États, mais également voir dans quelles possibilités cela peut prendre de la forme. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, il faut l'encourager, les projets sous-régionaux, parce qu'on est en train d'aller parce qu'on a souvent dit CEDEAO des États, mais aussi CEDEAO des peuples. Et vous savez, on dit le Mali et la Guinée, quelles que soient les circonstances, les problèmes que nous rencontrions, c'est deux poumons dans un même corps. Et ça s'est traduit un peu par les actions qui sont en train aujourd'hui d'entamer. Djiba, si tu le permets, on va partir sur le terrain pour en savoir davantage avec Modibo Keïta, ministre du Développement rural du Mali. Il est en direct sur les Grandes Gueules. Bonjour, monsieur le ministre.
Les grandes gueules. Monsieur le ministre, bonjour. Allô? Donnez-moi un instant, je suis à la recherche du ministre. Il est dans la cérémonie? Oui, il est là devant moi. Donnez-moi un instant, je vous le passe. Alors, en attendant, voilà, en attendant, voilà. Donc, quelle retombée, alors, c'est des retombées. Vous savez, aujourd'hui, on est en train de mieux investir sur le port, parce qu'il faut rentabiliser davantage. Et le fait qu'aujourd'hui d'avoir cela, je pense que c'est une politique fiscale, parce que l'État est engagé dans des dépenses, dans une politique d'investissement dans la construction des infrastructures, mais aussi d'autres projets. Donc je pense que ça va permettre aujourd'hui à l'État de renflouer ses caisses et de pouvoir mieux accompagner ces projets d'investissement. Donc je ne sais pas s'ils sont en ligne avec nous. On va partir du côté de Kourémadé voir. Monsieur le ministre, bonjour. Allô? Monsieur Bonjour. le ministre. Voilà, je pense qu'il faut, Mafoudia, quelle retombée, à quoi faut-il s'attendre pour les deux pays? Je pense que le fait que les deux États soient en transition facilite les relations, et je pense qu'à un moment donné, il y a quelques années, il y a les marchandises du côté du Mali qui partaient de la Guinée, et je ne sais pas qu'est-ce qui n'a pas marché à un moment donné. À un moment donné, je pense que le Mali s'est plus tourné vers certains pays qui faisaient preuve de plus de sérieux. Par exemple, il y a Dakar où il y avait ce partenariat avec Dakar, par exemple, comparativement à des pays comme la Guinée avec qui ils sont proches. Mais effectivement, les derniers événements ont rapproché les deux pays. Vous vous rappelez, lorsqu'il y a eu les sanctions de la CEDEAO et que beaucoup de pays ont fermé les frontières, la Guinée a clairement dit que non, on ne ferme pas les frontières pour les Maliens. Et il y a cette citation qu'on met tout le temps qui est revenue: la Guinée et le Mali, c'est deux poumons dans un même corps. Et on se souvient aussi que le CNRD en avait fait un élément clé, parce que ça passait en boucle ce communiqué qui disait qu'en Guinée, on refuse de fermer les frontières. Et c'est quelque chose qui avait été grandement apprécié du côté de Bamako. On a donc suivi des délégations qui sont venues ici en Guinée pour remercier les autorités, mais en même temps pour justement redistribuer les cartes. Si avant, par exemple, le Mali négociait davantage avec certains pays comme le Sénégal, on se dit, puisque nous sommes dans des moments durs et que c'est la Guinée qui a fait preuve, qui nous a montré notre amitié, ce serait une belle occasion de voir comment justement renforcer cette coopération. Si avant le partenariat était par exemple à 20%, on l'amène à 70%. Donc ce sont des éléments quand même qui ont amené les Maliens à se tourner vers la Guinée, et tant mieux parce que la Guinée en a besoin. Aujourd'hui on parle de cette coopération avec le coton. Moi j'écoute cela, et ce qui me plaît davantage dedans, c'est de voir ce que nous Guinéens nous pouvons tirer de cette situation. Quand on connaît l'état de, enfin notre intérêt pour ce secteur, il y a le coton par exemple, il y a le projet coton qui avait commencé du côté de Cancan, qui avait commencé à un moment en Guinée, mais qui a été on ne produit pas suffisamment. Il y a énormément de problèmes. À un moment donné, je crois, c'était même fermé. Tout le temps, il y a des grèves là-bas, des travailleurs qui critiquent les conditions de travail, de vie et autres. Et même la politique même pour en faire un élément phare aujourd'hui en Guinée, c'est pas gagné. Donc moi je me dis que de tels partenariats, c'est vrai que autant les Maliens vont transiter leur coton par la Guinée et vice versa, on aura d'autres éléments à faire sortir à partir du Mali, mais je voudrais que cette occasion soit saisie par exemple, soit mise à profit par les départements tutelles pour relancer cela, parce que c'est pour vous dire que c'est une manne aujourd'hui. Vous allez le voir, mais ça dépend de quelles leçons nous allons tirer. Mais ce qui est déjà bien, ce partenariat gagnant-gagnant, moi je pense qu'il faut le renforcer. Il y a des projets sous-régionaux, il y a des pays qui collaborent, sous-régionaux, pardon, il y a des projets sous-régionaux qui sont à saluer. Il y a des initiatives à l'échelle de la CEDEAO, à l'échelle de l'Union africaine. Je pense qu'il faut aller vers cela, mais déjà avec cette crise que connaissent que connaît les deux pays, il y a de quoi voir réellement qu'est-ce qu'on peut tirer. Et le Mali et la Guinée, je pense qu'on a des choses à partager, donc c'est à mettre à profit et de voir réellement qu'est-ce qu'on peut tirer. Bien, allez-y Antoine. Oui, moi je veux juste ce matin quand même louer le courage de ce pays qui est le Mali, c'est-à-dire qu'il décide contre tous de se battre.
qui se met à dos la CEDEAO, qui se met à dos d'autres pays comme la France et tout cela, qui décide de voler de ses propres ailes. Et pour ça, c'est une forme de dignité recherchée. Et la Guinée, on l'a vu dès les premières heures, a été l'un des rares pays à apporter son soutien à ce pays qui est le Mali. On a demandé aux pays de la CEDEAO de fermer leurs frontières, la Guinée a refusé. On a demandé à ce que ces pays-là mettent en œuvre des actions en vue d'isoler le Mali. La Guinée ne l'a pas fait. Si aujourd'hui il y a ce partenariat qui est signé afin que le coton malien transite en Guinée, je me dis que c'est un acte louable, c'est une convention qui est à saluer, avec Alport bien sûr, qui de par cette initiative va beaucoup contribuer à aider ce pays frère et ami qui est le Mali. Et je pense que avec de tels projets, ça va davantage contribuer à moins isoler ce pays. Même si je suis de ceux-là qui pensent que les Maliens sont assez têtus, ils auraient pu agir autrement pour ne pas... Ils auraient pu agir autrement parce que la situation dans laquelle on est contraint de tomber là-dedans parce que ça fait partie de la crise malienne. On est obligé d'en parler parce que ce qui se passe là, c'est l'une des conséquences de la crise que traverse le pays. Si aujourd'hui le pays est obligé de passer par... Oui, c'est une conséquence certes, mais c'est le pays, c'est les populations parfois qui subissent le plus lourd tribut. Justement, la population est d'accord avec les politiques. Non, pas qu'elle est d'accord. Il se trouve qu'il y a des leaders, il y a des cadres dans ce pays-là, comme le Premier ministre, qui, à travers ses propos parfois belliqueux, ses propos souvent déplacés ou voire irrespectueux, voire irresponsables, plonge le pays dans une situation. C'est pas vrai. Mais si, quand même. Cela est d'abord que tu es en partenariat avec quelqu'un et que la personne décide d'agir autrement. Choguel, cette prise de position aujourd'hui sont dénoncées par beaucoup de personnes. Choguel est décrié aujourd'hui. Choguel Maïga, mais renseignez-vous, Mafoudia. Tu es un partenariat avec une entité, l'entité décide de façon unilatérale de rompre le contrat et tu prends tes responsabilités. Tu estimes que... Mais comment ça avec tout le monde? Parce que le constat qui est fait, c'est que il y a parfois tendance à être radical dans ses façons de faire. Et c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il dit. Non, mais est-ce que ça arrange la population? Non, mais après, quand les gens agissent en béni oui-oui, vous êtes les premiers à dénoncer. C'est pas du béni oui-oui. Je comprends que vous vouliez revoir la collaboration avec les pays. C'est toi qui ne veux pas comprendre cette collaboration. Que vous vouliez que les choses se fassent en du win-win, c'est bien normal, mais en le faisant penser à ceux qui vont subir les conséquences de vos actions. Il est plus soucieux des Maliens que toi. Parce que pour moi, sur la question avec la CEDEAO, on aurait pu agir autrement. Parce que vous ne pouvez pas à vous seul bomber la poitrine et dire que ça, la CEDEAO, on peut s'en sortir et dire on va se retirer de la CEDEAO sans penser aux conséquences de cela. Parce qu'aujourd'hui, le fait... Vous les assumez. Tu n'es pas malais, c'est pourquoi tu parles comme ça. Tu n'es pas au Mali. Moi, j'ai été au Mali. Je sais ce qui s'y passe. C'est des décisions assez complexes. Aujourd'hui, les conséquences de cette sanction, c'est quoi? Lorsque vous voulez aller au Mali. L'objectif de la venue de la France au Mali, c'était quoi? Non, moi, je ne parle pas de la France. Pour l'instant, je parle de la CEDEAO. De combattre le terrorisme. Est-ce qu'on a réussi pour autant mettre fin? C'est un cas particulier. Je parle de la CEDEAO. Le cas de la CEDEAO, par exemple. Parce que le Mali s'est entêté avec la CEDEAO. Ils ont voulu aller au bras de fer avec eux, au corps à corps. Et les conséquences, faut les endosser aujourd'hui. Avec la CEDEAO aujourd'hui, pour aller au Mali, lorsque vous n'êtes pas en Guinée par exemple ou en Mauritanie, il faut que vous fassiez 2 jours ou 10 heures de vol pour y aller. Si avant vous faisiez 2 heures ou 1 heure de vol de la Côte d'Ivoire au Mali, il faut que vous fassiez 10 heures de vol. Pour ceux qui dépensaient moins d'argent, sont contraints de dépenser plus qu'ils n'en dépensaient avant. Antoine, on va partir sur le terrain, prendre l'avis du ministre, j'espère que cette fois est la bonne. Le ministre Modibo Keïta, ministre du Développement Rural du Mali, en direct chez les Grandes Gueules. Bonjour monsieur le ministre. Les Grandes Gueules. Bonjour, madame. Bienvenue chez les Grandes Gueules. Allez-y, Guiba. Monsieur le ministre, depuis plusieurs années, à peu près 20 ans, le coton malien n'a pas transité par la Guinée. Et est-ce qu'on peut avoir une idée de cette convention? Quelles sont les raisons qui ont prévalu à tout cela? Vous savez, moi, je peux faire ça en analogie. C'est comme une marmite qui est posée sur 3 pierres. La marmite, c'est le coton. Le premier pied, c'est le colonel Doumbouya, le président de la République de Guinée, avec le colonel Assimi Goïta, président de la République du Mali. Le deuxième pied, c'est la compagnie malienne pour le développement du textile, qui veut diversifier ses corridors. Et le président veut que les échanges commerciaux puissent se développer à nos pays. Et la troisième pierre, c'est Alpha Conakry, qui aujourd'hui cherche à augmenter le volume
du train allié par le port de Conakry. Donc aujourd'hui, nous sommes très heureux, très satisfaits que d'abord, tous les pays de la CEDEAO ont pris une sanction contre le Mali, excepté la Guinée, qui a toujours été du côté de ce pays-là. Monsieur le ministre, si vous pouvez vous déplacer un peu, ce serait mieux parce que la connexion est en train la communication se dégrade un peu légèrement. Est-ce que vous pouvez vous déplacer, s'il vous plaît? Donc, je suis dans un véhicule, on est dans un convoi, je vais essayer de sortir. Non, allez-y, là, nous vous entendons. Allez-y. Oui, d'accord. Donc, vous voulez que je reprenne ce que je viens de dire? C'est bien, déjà, on peut avancer. À votre avis, quels sont les avantages, les retombées économiquement pour les deux pays? Vous savez, nous, on a des avantages. Par exemple, aujourd'hui, vous savez, le port de Conakry a été beaucoup modernisé par Alport. Qui est en train de faire un investissement de 500 millions de dollars. Les infrastructures sont de qualité. Les services fournis sont de qualité. Les redevances que nous allons payer vont être faibles. Et ça permettra à Alport d'amortir ces investissements. Parce que quand Alport va recevoir beaucoup de trafic, ça permet à Alport d'amortir ces investissements. Bien, allez-y, Monsieur Modibo Keïta, ministre malien donc ministre du rural, du développement rural, j'y arrive, de la République du Mali. Allez-y, Daouda. Alors, Monsieur le ministre, est-ce que c'est vrai aujourd'hui que vous appréciez cette coopération avec la Guinée? Mais est-ce que pas quelque part les conséquences un peu de votre obstination à ne pas vraiment aller dans le sens de la CEDEAO aujourd'hui et même de la communauté internationale? Non, ce n'est pas ça. Moi, je vous dis, moi qui vous j'étais déjà, avant d'être, le jour où je suis devenu le représentant de Alport Conakry à Bamako, et c'est ce jour-là que je suis rentré dans le gouvernement. C'est pour vous dire que c'est bien avant les sanctions de la CEDEAO. Donc cette volonté d'Alport de faire passer une part substantielle du fret du Mali par le port de Conakry, autonome de Conakry, n'est pas lié n'est pas lié aux sanctions de la CEDEAO. C'est pour cela que je bataillais en disant que ces trois pieds, le premier pied, c'est la volonté des chefs d'État aujourd'hui et aussi la volonté du directeur d'Alport de diversifier, d'augmenter le transit des marchandises maliennes par le port de Conakry et la volonté de la CNSP de diversifier ses corridors d'exportation. Parce que vous savez, nous, on a un pays continental. La chance que nous avons, c'est d'avoir beaucoup de partenaires commerciaux. Et en même temps, l'avantage comparatif que la Guinée a, la Guinée est très proche du Mali. C'est le port le plus proche du Mali que tous les autres ports. Et encore, j'aime dire un exemple quand je parle toujours de la Guinée. Lorsque je suis venu pour la première fois à Conakry, je suis allé au port. Il y avait un général de l'armée qui était à la porte. Et lorsque je me suis présenté en lui disant que j'étais malien, voilà ce qu'il m'a dit. Il dit, rentrez, vous n'avez pas besoin de patch, ce port-là est votre port. Il faut rentrer, il n'a pas besoin de patch. C'est pour vous dire que l'estime est réciproque et ce n'est pas discuté aux sanctions extérieures. La Guinée et le Mali, c'est deux poumons de même corps. D'accord. Alors, rapidement, l'autre question, c'est que il y a beaucoup de potentialités aujourd'hui commerciales entre la Guinée et le Mali. Qu'en est-il aujourd'hui de l'autre projet de port sec de Kagbele? Oui, ça c'est une question qui relève du Conseil malien de transport, donc homologue de transport. Je crois que des dispositions seront prises pour qu'on puisse aller rapidement dans la réalisation. Et dans l'intérêt du Mali, c'est dans l'intérêt de la Guinée, parce que ça permet de désengorger le port de Guinée et ça permet de rapprocher les marchandises maliennes du Mali. Allez-y, Caps, dernière question. Donc, monsieur le ministre, moi je veux bien vous entendre cette fois-ci sur le volume d'importation parce qu'on sait que la coopération entre la Guinée et le Mali, malgré qu'il n'y a que 700 km qui nous séparent, on sait que le volume d'importation du côté de la Côte d'Ivoire, par exemple, c'était 70%, du côté du Sénégal, c'est 20%, la Guinée, ça tourne autour de 2 à 3%. Alors cette coopération, surtout notamment liée au coton, à combien ça peut rehausser le volume d'importation? Bon, à peu près, on a 600 000 tonnes qu'on doit faire transiter par
la Guinée et par la Mauritanie. C'est pour ça que j'ai dit à Alport, on prend toutes les dispositions pour que la Guinée ait la part substantielle de ce trafic. Aussi, ce n'est pas seulement le coton. Il y a d'autres produits à l'importation. Il y a une représentation d'Alport ici à Bamako qui est en train de travailler, qui est en train de signer des contrats avec des opérateurs économiques pour que nos importations de biens de consommation et d'autres produits, même les hydrocarbures, donc il y avait une délégation ministérielle conduite par le ministre des Affaires étrangères qui a été voir le président colonel Mamadou Tibia pour que les hydrocarbures du Mali puissent passer, transiter par la Guinée. Eh bien, on va dernière question. C'est un défi que nous sommes tenus à relever. Alport doit relever ce défi en essayant de fournir des services de qualité, en essayant vraiment de diligenter le transit des marchandises. Modibo Keïta, ministre du Développement rural du Mali. Merci d'avoir répondu aux questions des grandes gueules ce matin, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Les grandes gueules continuent dans un instant. Mais aussi sur Espace TV, avant de recevoir notre invité dans un instant, Djiba Milimono, on a écouté le ministre malien du Développement rural. Oui, tout à fait. Comme ce qu'on disait, c'est que ça va augmenter un peu le volume de la transaction entre les deux pays, parce qu'à un moment donné, la Guinée, par rapport à notre port, avant l'arrivée de l'entité Alport, c'est que l'État avait dit qu'il y avait un besoin d'extension, mais aussi de rationaliser les choses, parce qu'on était très en retard par rapport au port d'Abidjan, au port des autres pays tels que Niamey et autres. Donc aujourd'hui, on a vraiment la capacité de recevoir même les gros porteurs, mais également aujourd'hui d'augmenter un peu le volume des marchandises, parce que le port conventionnel, c'est de ça il s'agit. Le port conventionnel, ce sont les marchandises. C'est vrai qu'il y a les autres ports, mais c'est du port conventionnel aujourd'hui on est en train de parler, qui à travers le port est en train de faire quand même une rentrée de devises pour l'entité, mais aussi pour l'État, parce qu'en fine l'État aussi dans la convention gagne sa contribution, et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de financer nos projets de développement. Maintenant, la question c'est que le Mali, ils savent pertinemment qu'aujourd'hui ils ne peuvent pas transiter par la Côte d'Ivoire ni le Sénégal, parce que ce sont des pays qui sont aujourd'hui vent debout contre ce changement de régime. On a vu la position claire de Macky Sall, on a vu la position qui est aussi assez claire du président, même s'il dit que le ministre Modibo dit que c'est une décision, c'est un projet qui a été mûri bien avant les sanctions qui maintenant ce qu'il ne faut pas oublier, c'est-à-dire bien avant la Guinée, il transitait aussi par le Sénégal et par la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, avec aussi cette sanction, ça permet à la Guinée et la Mauritanie d'avoir plus de volume, parce que ils vont recevoir le coton. Ça permet aujourd'hui à la Guinée et à la Mauritanie, parce que la Mauritanie aussi, ils transitent aussi par la Mauritanie à Ouvert. Donc ça les permet d'avoir plus de volume. C'est bon pour notre économie, mais aussi pour l'économie malienne, parce que comme je l'ai dit, les porteurs ne vont pas se retourner comme ça vite. Ils vont aussi reprendre des marchandises maliennes ici pour les transférer du côté du Mali. Maintenant, l'un dans l'autre, c'est un partenariat gagnant-gagnant entre les deux États, mais aussi à travers Alport. Je signale qu'on n'a malheureusement pas pu joindre le directeur général adjoint de Alport à cause des questions, des contraintes de temps, bien évidemment. Nous allons recevoir notre invité. Il s'agit de Madame Aïba Touré, qui a participé donc à ce concours de promotion de la paix, qui est lauréate sur 24 candidates guinéennes qui l'emportent. La finale se déroule dans quelques jours du côté du Mali. Bonjour Aïba, bienvenue. Bonjour. Du côté du Niger, j'allais dire. Oui, bonjour, bienvenue. Côté du Niger, à Niamey. Bien. En fait, au côté de la Guinée, il y a 9... C'est quoi ce concours? Expliquez-nous réellement, de quoi s'agit-il? D'abord, ce concours s'est passé au compte d'une ONG internationale, Mouvement des jeunes promoteurs de la paix, MJPP. Maintenant, du côté de la Guinée, il y a eu 9 candidates qui ont postulé en ligne. Il y a le site. Vous pouvez même vérifier maintenant le www.ambassadricedepaix.org.
il y a la liste de tous les lauréats, les 24 lauréats qui doivent compétir. À partir de demain même, d'autres doivent bouger parce qu'ils n'ont pas eu les réservations le 9 et le 10 chez eux. Donc à partir de demain, ils vont commencer à atterrir au Niger. Donc parmi les 9 candidates, c'est 24 pays qui participent au concours, pays, n'est-ce pas? Oui. Et dans 9 lauréates guinéennes, vous l'avez emporté. Alors aujourd'hui, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés? Bon, les difficultés, c'est les difficultés financières, l'accompagnement, le soutien, surtout le soutien. Mais j'ai déposé des courriers, toujours je continue à suivre. Je suis à l'attente et à l'écoute. D'abord, je souhaite à ce que les personnes de bonne volonté me viennent en aide, comme les autres, parce que franchement, les autres lauréates, ils sont déjà prêtes. Bien. Alors allez-y, Daouda. Aujourd'hui, vous dites ça, vous avez besoin de l'aide financière et autres. Est-ce que vous avez pu évaluer de quoi vous avez concrètement besoin? Parce que si c'est l'aide financière, c'est vrai, mais combien aujourd'hui? C'est peut-être le billet, les frais de séjour. Combien aujourd'hui vous retient ici en Guinée? Vous avez évalué cela quand même? Oui, comme c'est la zone CFA et la zone guinéenne, le franc guinéen et le franc CFA, c'est pas la même chose. Oui, mais en franc CFA, c'est vrai, à Niamey, c'est le franc CFA, mais vous avez évalué en franc CFA. Disons les besoins alors. Quels sont les besoins? C'est le billet? C'est le billet. Oui, le billet et un peu aussi. Les frais de séjour. Oui, les frais de séjour. Oui, parce que pour vous aider, il faut qu'on ait une idée un peu de c'est quoi l'événement, parce que il faut. Les gens là qui vont mettre la main à la poche, il faut qu'ils aient une idée de l'importance de l'événement. D'abord, si vous allez représenter la Guinée en tant qu'ambassadrice, il faut qu'on sache ce sera quoi. Vous avez fait l'activité avec en partenariat avec ONU Femmes, vous nous avez dit. Oui, ONU Femmes, UNOWAS, UNOCA. Bon, même c'est les dames de ONU Femmes. Je vous ai envoyé les images. Ce sont eux qui nous ont formés en ligne avec Google Meet. Micro. Parlez dans le micro. Avec Google Meet. Oui. Donc on faisait comment dirais-je, même les cours en audiovisuel. Donc c'est comme ça. Même les évaluations, comment ça se passait. Chaque candidate avait son code personnel. Il y avait le lien. Donc dès qu'on te donne, il y a 2 volets. On ne dit pas forcément d'être bilingue. Soit tu choisis le volet français ou le volet anglais. Comme moi je maîtrise bien le français, parce que nous sommes mélangés, il y a les francophones, il y a les anglophones. Donc ils nous ont laissé cette liberté. Moi, j'ai choisi que le volet français, comme c'est ça, je maîtrise bien. Maintenant, le code, comment ça se passe? Quand tu accèdes, il y a 45 questions en 1 heure. Les 45 questions, dès que tu accèdes, ça commence à chronométrer. Donc, si tu es intelligent ou tu connais quelque chose, c'est là-bas où tu dois montrer, avec les 1 heure. Maintenant, comment aussi les résultats sont venus? C'est quoi le type de questions qu'on vous pose, par exemple? Bon, d'abord, la résolution 1325 qui a été adoptée en 2000. Paix et sécurité. Paix et sécurité des Nations Unies. Et aussi, il y a la résolution 2250 qui parle de l'implication des jeunes dans le processus de développement de la nation ou du continent. Bon, c'était ce type de questions. Même, ils ont parlé du sport, l'importance du sport dans un pays. Pour le maintien de la paix et de la sécurité, l'importance de la culture, les médias et aussi le rôle que la femme joue au sein de la société pour la sensibilisation, l'éducation, même sur le thème qu'on doit défendre au niveau international. On nous a donné femmes artisans de paix et vecteurs d'émergence. Bien. Femmes artisans oui, je peux. Femmes artisans de paix. D'abord, la femme, c'est la sensibilisation, l'éducation, la formation et la création d'emplois pour les jeunes. Ça, c'est le côté social. Femme artisan de paix, ça, c'est le côté social. Maintenant, femme vecteur d'émergence, ça, c'est le côté économique. Les activités formelles et informelles de la femme pour le développement de l'économie. Alors, vous êtes parti vers quelle structure? Notamment le département de l'action sociale. Je ne sais pas quelle autre structure pourrait vous appuyer. Hier, j'étais là-bas hier. Aujourd'hui encore, je dois repartir encore. Qu'est-ce qu'on vous dit? Déjà hier, vous êtes parti. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Et est-ce qu'il y a des promesses, comme le dit madame d'ailleurs? Oui, bien sûr, je suis allée. Madame, elle est partante. Vous avez rencontré madame la ministre? Oui, je l'ai rencontrée hier. Qu'est-ce qu'elle a dit? Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec... elle a fait un écrit hier pour moi.
On m'a envoyé directement au Trésor et ils vont voir comment ils vont donc c'est en bonne voie. Oui, ça évolue quand même. Au fait, hier, c'est ici je suis restée, on m'a appelé hier. Bien. Donc comme j'avais rendez-vous ici, je ne pouvais pas rater. Je les remercie infiniment et j'attire aussi l'attention des bonnes volontés pour la suite des choses. Bien. Normalement, la finale se déroule quand vous partez au Niger, c'est pour combien de temps? Comment ça devrait se passer? Du 9 au 16 au Niger. D'abord, on a 2 à 3 jours de formation encore pour le maintien de la paix, renforcer ce qu'on a reçu. Et le 12, c'est l'ouverture. Le 13, c'est la grande finale, le face-à-face, le 24. Aïba Touré, ambassadrice de paix de Guinée, donc, qui doit partir participer à cette finale du côté du Niger. Merci d'être passé dans les grandes gueules et bon courage. Merci beaucoup. Bonne chance surtout. Merci. Allez, voilà comment on quitte au contre de cet autre numéro des grandes gueules que nous avons réalisé ici avec plaisir grâce à Abdulradr Dramé qui a géré les sons du côté de la radio. Merci à toute l'équipe de la régie, à Noël Mounemou qui nous a fait parvenir les tweets, à Nalaï Sidibé, Matfata Sano, Alassane Diallo, l'homme de nuit, Steve le Guinéen Camara. Merci à Kadi Touré, merci à Mamoudou Kondé, merci à Alassane Diallo. C'est avec plaisir que nous vous avons servi toute cette semaine. Nous revenons lundi avec d'autres sujets. Portez-vous bien où que vous soyez. Bonne fin de semaine à tous. Ce mois-ci, sur Sweet. Dans